Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Vous voyez cette étoile en général, c'est l'étoile qui est dans notre cœur. C'est l'étoile de David. Daouda m'a dit. Bonsoir Daouda, comment ça va? Ça va très bien. Vous allez très bien. Vous êtes déjà dans la ferveur de Noël? Ouais, je suis bien, je suis chaud, je suis bouillonnant. En tout cas, ce vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça va se passer. Mais franchement, pour quelqu'un qui ne fête pas Noël, ah bah désolé, on m'a pas donné la parole. Voilà, parce que j'allais rappeler à Kevin de la prise de parole. Ça va se passer. Tu vois, je répète encore, lundi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ça va se passer. Voilà, Daouda était né, depuis la maison, il a dit il faut que je place ça pendant les métiers. Bonsoir Kevin, comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très bien. Bonsoir. Élisée Bolougbe, vous allez bien? Très bien. Mais vous faites du Daouda? Non, je tentais de lui rappeler qu'il avait oublié. Oui. Voilà, parce que voilà, c'était juste ça. À cause de ça va, c'est pas assez, là, il a oublié. Il avait une nouveauté. C'est-à-dire, il était à la maison, il dit ça va, c'est pas assez. Il a tellement posé ça va, c'est passé, il a oublié le reste. Bonsoir Yana, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Belle comme d'habitude, magnifique et resplendissante. Merci. Kevin, c'est quoi la couleur, vous qui êtes très versé dans les choses de la mode? Cette couleur? Ah bah c'est de l'orange. Non, mais... c'est du saumon. Comment ça c'est du saumon? C'est du saumon. Comment ça c'est du saumon? C'est comment? C'est du saumon. C'est comment ça part? Et tu vois, tu as vu son regard? Mais attends, c'est le même qui a porté là, c'est quoi? C'est du rose, non? C'est du rose. C'est pas du rose. Daouda, vous voyez pas ça en bleu? C'est saumon. Voilà, tant pis. Ouais, c'est Mais du c'est saumon. de la même couleur que la chemise d'Élysée. Non, la mienne est c'est pas du rose. saumon. Pour toi, c'est du Celle-là, saumon. elle est rose. Pour toi, Mais c'est du ça, saumon. vraiment, c'est du saumon. Rihanna, Je ne sais pas si tu as déjà mangé du saumon comme du saumon. Et alors? Mais le saumon, c'est légèrement plus orangé que ça, justement, Oui. Daouda. Le Il n'y a que saumon quand c'est c'est un peu cuit comme... que c'est. Mais c'est comme pas ça, rose. c'est Ça va. En rosé. tout cas, ce que tu portes là, C'est très c'est beau. tout sauf du rose, mais il est très beau. C'est pas tout sauf du En rose. plus, c'est des Daouda. c'est du rose. C'est du rose. En fait, je pense qu'il y a des gens... Mais par contre, j'ai vu que c'est pas du rose. Et je vous dirai Non, pourquoi. c'est bien. Oui. Ouais, je vous dirai pourquoi. Bon, les amis, rapidement, hein, c'est ma grande révision. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la viande de Noël? Sortie? Moi franchement j'ai rien au programme pour le moment, mais ça va se dessiner. Ouais, c'est ça, avec vous. Ça va arriver. C'est bien quand c'est improvisé. Oui, moi c'est ça, c'est tout ce qui est Spontané. improvisé, spontané. Voilà. C'est ça. Et Élisée Bolougbe, église. Un tour rapide à l'église. Un tour rapide. Oui. Un tour Un tour rapide à l'église, oui, parce que c'est prévu pour 2 heures, pas plus. Voilà. Et retour à la maison en famille pour continuer la fête. Mais là, vous vendez un secret parce qu'il y a des enfants et nous, à notre époque, on avait fait croire à nos parents que la messe, ils appellent ça la vigie, non? En tout cas, la messe du 24, là, durait toute la nuit. On partait la veille de Noël. C'est comme ça qu'on disait. Bon, Daouda, je sais, vous serez à la maison. Non, je serai à la maison. C'est vrai, vendredi, samedi, dimanche. Mais lundi, je serai au concert de Matt James. Au quoi? Au concert Parce que concert c'est autre chose. Non, attends. Daouda, mais ils t'ont pas compris en Ils fait. n'ont pas compris. Il veut dire qu'il est au concert qui est cher de Matt Gims en fait. d'accord. Au concert. Au concert cher. Voilà, Au concert cher. Voilà, concert au dont le concert. Un concert dont le ticket est cher de Matt Gims. Tape ici. Tu vois, je connais le truc, non? Toujours. Donc, je serai... C'est pas ce qu'il voulait dire. Si, c'est trompé. Je me suis pas trompé. Donc, je serai au concert. Voilà, c'est devenu de une Matt règle. Gims, avec mon épouse, que je salue au passage. Mais dites Gims, hein, désormais. On dit plus Maître Voilà, Gims, on dit Gims, tout simplement. Depuis 3-4 ans, on dit Gims. On dit que Bon, Gims. voilà, moi, j'ai toujours gardé Matt James. Voilà. Pas Gims, C'est pas Gims. Gims, Donc tu sais, quand on plus ta femme, vous n'êtes pas obligé de participer. Non, mais Kevin, Deux c'est pas fois. sérieux. C'est pas sérieux. Le problème, c'est que j'ai déjà les 2 tickets. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de partir. Sérieux, Si vous arrivez à l'entrée du concert, vous dites on est venu au concert de Matt James, on ne sait pas ici. Grave. On dit allez chercher ailleurs. C'est à côté là-bas. Allez voir là-bas. Oh, franchement, Bon, le promoteur c'est Moulard. Moulard, c'est ça? C'est Moulard qui organise ce concert. Ouais, C'est ça, M Group. c'est ça. M Group, d'accord. Bravo Moulard. Bon, allez, Daouda, merci. On vous aime beaucoup. Toutes les fois qu'on a des occasions. À cause de Daouda, toi, Abidjan a entendu mon rire. Ben, exactement. Oui, il faut travailler un peu le rire quand même, Brian. Bon, les amis, on sourit parce que
Tout à l'heure, on a évoqué ce qui est en train de se dessiner comme une bonne nouvelle. On a voulu garder cette ambiance festive, cette ambiance autour d'une table, cette ambiance de repas de Noël, de moments de rapprochement, de cohésion, ce moment d'amour. Hein, c'est important, l'amour du Christ pour les hommes. C'est mon petit côté là, chrétien, là, comme ça, qui jaillit de temps en temps. On va regarder une vidéo, celle d'une rencontre, je pense une belle, hein, entre Charles Blé Goudé et le ministre Cissé Bakongo. Pour ma grande révision, regardez et on la commente tout à l'heure. Voilà, c'était, on a vu quelques images de Charles Blé Goudé qui rencontre le ministre Cissé Bakongo. Je pense que c'est à Koumassi, ça, ces images-là. Parce que M. Bakongo est également maire de Koumassi. Maire de Koumassi. Vous connaissez les liens entre les ils se connaissaient avant Non, je pense qu'ils ont fait la politique avant ensemble depuis très longtemps, même s'ils ne sont pas forcément de la même formation politique. De la même formation politique. De la même génération aussi. De la même génération, mais quand même, ils se connaissent pour s'être côtoyés sur le terrain politique ensemble, sur le ring politique. Je pense que cette visite, pour ma part, sonne, en fait, c'est dans la droite ligne de ce que Blé Goudé avait dit. C'était ça la prochaine question. Voilà. Pourquoi Charles Blé Goudé rencontre Cissé Bakongo? Bon, tu sais qu'on se connaît, toi et moi, donc j'anticipe sur ce que tu dis. C'est ça, c'est ça. Sur moi. Exactement. C'est vrai, il y a une grande connexion là. Donc en gros, je pense qu'il avait dit qu'il venait dans le cadre de la réconciliation, que quand il allait rentrer, après avoir rencontré ses partisans, il allait partir au village, il a fini le village. Maintenant, il va commencer à faire le tour des partis politiques. Et quand on sait que M. Bakongo est un cadre du RAGP, bon, c'est tout à fait exécutif. Voilà. Donc, Enfin, le tour des partis, je ne suis pas convaincu qu'il fasse le tour de tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Mais les plus grands, quand même. Oui, mais on sait que le FPI d'Afin Guessan a des accointances, en tout cas une relation cordiale avec Charles Blé Goudé. Et depuis quelques mois, on entend parler d'un potentiel rapprochement entre le RGP et le FPI. Donc Charles Blé Goudé a un peu le vecteur commun pour l'instant de ces deux partis-là. Et puis, par contre, pour la visite, je trouve que c'est bien. Il a fait 10 ans de géol à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il revient, c'est bien en tout cas de visiter les partis très implantés dans le pays parce que se calfeutrer ou bien s'engoncer dans une autarcie politique, ce ne serait pas une bonne stratégie, quoi. Mais moi, en revanche, ce que je ne comprends pas, c'est que depuis le retour de Charles Blé Goudé, il ne fait vraiment pas la promotion du COGES, tu vois. J'en entends pas parler. Du COGES, pardon. Je vois que ça arrive à tout le monde. Hein. Même aux plus brillants. Entre COGES, GIMS, Conchère, quand même, la fait fort. Conchère, ouais. C'est pas grave, Daouda. Vous aurez votre réponse. Je l'aimerais, oui, je l'aurai un jour. C'est autre chose. Donc voilà, je pense qu'il devrait plus faire parler de son parti politique parce qu'il est... Mais moi, je pense que je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis cela, parce que quand tu dis qu'il doit parler de son parti politique, quand on vient dans une dynamique de réconciliation, d'autant plus que Blé Goudé, qu'on le veuille ou non, ce n'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire ici. Il y a des gens encore qui gardent encore les impacts de tout ce qui s'est passé en 2010, en 2011, venir pour faire la promotion de son parti sans faire amende honorable, en demandant pardon à ceux qui se sentent blessés, frustrés dans leur chair. Je pense qu'il est dans un processus. Et je pense que c'est le meilleur processus, à mon sens. Aller voir les gens, demander pardon. Et après, quand on a fini de faire le tour de cela, après, on commence la vraie politique. Et pour moi, effectivement, ça, c'est d'une part. Mais l'autre part, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même un sacré ménage et restructuration à faire au niveau de son parti avant de commencer à dévoiler son positionnement, qu'il soit nouveau ou pas. Mais enfin, moi, je comprends quand même qu'ils prennent le temps de venir dire bonjour, qu'on lui dise les aquabas. Vraiment, il y a une certaine coutume aussi à ne pas laisser de côté quand on sait que Charles Blé Goudé est très attaché parfois à certains protocoles qui viennent de notre culture. Donc moi, je pense qu'il faut laisser le temps au COGEP aussi de se restructurer, de s'asseoir sur ces nouvelles bases avant maintenant de dévoiler ses éventuelles stratégies. Élisée, tout à l'heure, Kevin a
subodorer, Kevin a organisé dans sa tête les raisons qui auraient pu être celles de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous partagez son avis? Est-ce que ce n'est pas un Charles Blé Goudé qui a juste envie de renouer contact avec, pas forcément pour des raisons d'alliance, pour des raisons stratégiques, mais qui, dans une dimension, comme il a dit, de réconciliation, a envie de visiter les plus grands partis, pour ne pas dire tous les partis? Je crois que pour celui qui suit la démarche de Charles Blé Goudé depuis son arrivée, comprendra que Charles Blé Goudé est dans une logique. Et cette démarche s'inscrit dans cette logique-là. C'est déjà la logique de... On n'entrevoit aucune alliance, selon vous? Non, on ne va pas aller dans la précipitation. Il est dans une logique déjà de décrispation, de contribuer, comme lui-même l'avait annoncé depuis la Haye, quand il avait été acquitté définitivement et qu'il devait rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il s'engageait dans le processus de réconciliation. Quand on regarde tous les pas qu'il a posés, déjà avant qu'il ne vienne rencontrer M. Bakongo, comme Daouda l'expliquait, il est allé sur les tombes de... Il a fait un tour à Saïwa, dans la région d'Issia, où il est passé sur les tombes de Désiré Tagro, la tombe de Blé Chal et la tombe de Bonne-Bois-Bré. Il a rencontré les familles, il a partagé d'intenses moments d'émotion. Il a rencontré aussi d'autres acteurs. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, M. Cissé Bakongo, qu'il va rencontrer, est le secrétaire exécutif du RHDP. Le RHDP qui est dirigé par le président Ouattara, avec qui son équipe a discuté, pas avec le président Ouattara en tant que tel, mais avec les lieutenants du président Ouattara, avec qui son équipe a discuté pour permettre sa venue, pour organiser son retour et permettre qu'il rentre vraiment de façon tranquille. Et aujourd'hui, il est toujours dans cette discussion parce que vous êtes sans ignorer qu'il y avait des condamnations à son encontre et autres, tout ça. Donc, il faisait que même on s'interrogeait la dernière fois sur l'opportunité d'aller se mettre sur la liste électorale parce qu'il en était déjà radié. Donc, il y a un ensemble de mécanismes politiques qui est en marche. Il va rencontrer celui-là qui est un des hauts responsables de ce parti-là, échanger avec lui dit déjà qu'il est là. C'est vrai qu'il y a un temps pour la politique, mais il pense qu'il y a un temps quand même pour poser les fondements et les bases d'un environnement politique décrispé, un environnement politique qui permet quand même aux Ivoiriens de retrouver de la sérénité. Je vois que c'est vraiment cette démarche dans laquelle s'inscrit Charles Blé Goudé et je voudrais qu'on voie plutôt cet élément-là que l'option d'une alliance éventuelle. De toute façon, lui-même l'a dit avant de partir saluer les siens au village, il a dit qu'il reviendrait. Et tout ce qui concerne la démarche, le fonctionnement, la vie politique et autres, tout ça ferait l'objet d'une conférence de presse où il va déballer tout. On est impatient vraiment d'avoir cette conférence de presse-là. Mais pour l'heure, je veux qu'on mette ça sur le compte du fait qu'il va vraiment présenter cette civilité à un des responsables quand même d'un parti politique qui a contribué d'une manière ou d'une autre à ce qu'il revienne au pays et qu'il puisse quand même circuler dans le pays tranquillement. Là, je ne t'ai pas entendu sur les questions. Si, j'ai parlé. Fais attention à ce que je bois. Donc, c'est une visite de courtoisie. De courtoisie. On verra bien ce que si Kevin a raison, surtout, parce que c'est ça la phrase. On verra bien si Kevin a raison. Les prochains jours nous diront si cette visite était vraiment une visite de courtoisie ou si elle avait peut-être... Elle jetait les bases d'une alliance future. Maintenant, sur la question de... Excuse-moi, sur la question pardon, les propos de Kevin concernant le fait qu'il ne sent pas Charles Blé Goudé faire trop la promotion du COJEP. Je pense que Charles Blé Goudé se dit, ou du moins ce que j'entends dans sa démarche, il y a un temps pour chaque chose. Je suis arrivé, je ne suis pas parti du pays, comme lui-même le dit souvent, comme si je partais d'un dîner gala. Je suis revenu. Je pense qu'il y a des bases fondamentales à poser d'abord avant qu'on entre dans l'euphorie ou dans l'effervescence politique. Et c'est vraiment cette démarche-là qu'il a. Le moment viendra où le COJEP va être sur le terrain. Moi, je trouve que c'est... Tu sais pourquoi ce que tu dis ne tient pas? Parce que si on part du principe que justement, il veut s'enliser dans des civilités avec les partis politiques, parler de réconciliation avant de mettre en avant, en lumière son parti, pourquoi dans ce cas-là, les porte-paroles du COJEP écumaient les plateaux de télévision? Pourquoi ils n'ont pas attendu le retour de Charles Blé Goudé, justement se lancer dans une itinérance de civilité et puis commencer maintenant à écumer les plateaux de télévision? Ils sont venus ici, ils nous ont parlé déjà de leur parti politique, de leurs aspirations, de ce qu'ils ont envie de faire avec Charles Blé Goudé à la tête du parti. Donc ils ont mis la charrue avant les bœufs dans ce cas-là. Non, pas du tout. Parce que si tu as suivi méticuleusement le fonctionnement de tous les lieutenants de Charles Blé Goudé qu'on a reçus sur le plateau ici, la plupart de leur intervention consistait, dans un premier cas, à apaiser, non seulement à dire qu'ils étaient en discussion avec le régime. Même, je me rappelle, quand on a posé la question ici, est-ce que vous irez aux élections en 2023?
ils ont dit qu'ils attendent l'arrivée de leur leader, que le leader, le plus important pour eux là, qu'on organise l'arrivée de leur leader. Quand le leader viendra, on fera la politique qu'il faut faire. Mais pour l'heure, c'était déjà de permettre au leader de rentrer. Et c'est ce à quoi ils se sont attelés tout le temps, en discutant avec le pouvoir public, en discutant avec les autorités, pour organiser le retour de Charles Blé Goudet dans la sérénité. Maintenant qu'il est là. Ils ont aussi commenté la vie politique ivoirienne, ils ont commenté les décisions gouvernementales. Donc quand on est un parti, bah oui, quand des gens viennent commenter alors qu'ils sont encartés à un parti et qu'ils commentent la sphère politique, c'est parce que voilà, ils sont déjà engouffrés dans le truc, quoi. Mais au-delà de tout ce que tu dis, en fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, Blé Goudet, techniquement et stratégiquement, ce n'est pas en sa faveur aujourd'hui de faire de la politique ou la promotion du COJEP. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a une partie des Ivoiriens qui sont contre même le retour de Charles Blé Goudet au pays. Parce que pour eux, Charles Blé Goudet devait être en prison. Maintenant, l'État de Côte d'Ivoire, dans sa clémence, a laissé Charles Blé Goudet revenir. Je pense que lui, en retour, puisqu'ils ont discuté pendant longtemps, que ce soit Dakouri Charles qu'on avait reçu ici, que ce soit Annie Tchélé, que ce soit Abou Gallier, que ce soit Maître Boga qui est venu ici, Saraka même Saraka qui est venu, ils étaient tous dans la même logique. Blé Goudet, quand il va revenir, il va faire le tour de tout le monde, saluer tout le monde, demander pardon à tout le monde. Quand on va finir tout ça, après, on fera de la politique. Il y a une forme de cosmétique autour de l'image du leader avant de déployer les ailes du parti. C'est ça. Voilà. Je crois que déjà, c'est de réimplanter le positionnement du leader et ensuite évoluer sur le parti. Donc, on va regarder. Bon, les amis, il y a une autre vidéo. Celle-là pourrait nous faire plaisir, hein, parce qu'on est de fervents, tiens, Daouda, merci, de fervents et ardents défenseurs de la cause du retour des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Dans leur pays, notre pays, la Côte d'Ivoire, et bien ce sont les autorités ivoiriennes qui ont rencontré donc le colonel Assimi Goïta. On regarde un extrait des images de cette rencontre et on revient. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire, il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler, et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi Goïta nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, de compréhension mutuelle. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum, lequel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique. On remercie nos amis du JT, hein, donc, à qui on a emprunté cet élément qui évoque la question donc, du retour des soldats, mais surtout de la visite de la délégation ivoirienne donc, au Mali pour rencontrer. Il y a un mot qui m'a fait un tout petit peu sourire, c'est qu'il y a eu un malentendu. Mon Dieu. Un malentendu. Oui, c'est un langage diplomatique. C'est un langage diplomatique. Moi, je le relève. Voilà. Oui, c'est important. Juste de noter hein, et d'expliquer un peu le contexte quand même à nos téléspectateurs. Hier jeudi, une délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima, s'est rendue au Mali, rencontrer les autorités maliennes, bien évidemment dans le cadre de l'affaire qu'on pourrait appeler les 46 soldats ivoiriens détenus encore au Mali. Ils ont rencontré les différentes autorités, et même les plus hautes, notamment le président Assimi Goïta, avec qui ils ont échangé. Donc on a suivi l'élément, à en croire vraiment les comptes rendus qui ont été faits aussi bien de la partie ivoirienne que de la partie malienne. Les échanges sont déroulés vraiment dans une ambiance bon enfant et un mémorandum est même sorti. Et on le voit sur l'image, ils le tiennent dans la main, qui permettra en tout cas de amorcer, je dirais, la sortie des crises. Donc je crois qu'on est sur une bonne voie. Peut-être certains se diraient pourquoi maintenant, mais je crois que chaque chose a son temps, hein, comme on le dirait. Peut-être qu'à un moment, on a dû bander les muscles, ou bien on a fait preuve de velléité
De chaque côté. De part et d'autre. Mais là, on a tous compris qu'il faut mettre bas la terre, il faut aller à la réconciliation, il faut aller à la normalisation des relations entre nos deux pays. En même temps, le timing, il semble un peu parfait, hein, parce qu'il y a le fameux ultimatum qui expire dans quelques jours. À quelques jours de l'expiration de cet ultimatum, il y a la visite et les choses semblent se normaliser. Bon, ben... Mais tout portait à croire que forcément, on allait en arriver là, forcément. Parce que quand on regarde la CEDEAO qui avait demandé leur libération, après encore, tout dernièrement... Ils avaient déjà demandé, ils n'ont pas voilà, mais le secrétaire général de l'ONU qui a fait sa sortie, je pense qu'on l'a commenté tous ensemble ici, qui dit non, il faut les libérer parce que, voilà, des problèmes bureaucratiques ne peuvent pas être à la base de l'arrestation et la détention de 46 Ivoiriens. Bon, c'était pas la vie à l'époque. Et en fait, de toute façon, Élysée parle justement du fait qu'ils ont compris qu'il fallait mettre bas la terre. Mais en fait, la Côte d'Ivoire l'avait compris depuis. La Côte d'Ivoire a tendu la main aux négociations depuis, alors que c'est la Côte d'Ivoire qui finalement est un peu victime de ce qui se passe. Parce que ce sont quand même des soldats ivoiriens qui sont détenus. On n'a pas de preuves légales de ce qui est avancé. Non, quand je dis mettre bas la terre, ce n'est pas juste par rapport à la partie ivoirienne. Je parle même des deux parties. Parce qu'au début, tout le monde était effarouché. Mais moi j'espère vraiment que la junte malienne va revenir à la raison. Parce que moi, ce que je dis, c'est pas tout de suite en soi revenir à la raison, c'est forcément libérer ces soldats. Mais au moins, donnez-nous une preuve de ce qui est avancé. Au moins, entrons dans un processus juridique qui est clair aux yeux de tous. Sinon, pour moi, il y a juste une anguille qui reste sous roche et ça veut dire que le Mali n'a rien de factuel à reprocher à ces soldats ivoiriens et donc garde ces soldats depuis des mois pour rien. Eux, par exemple, disent on a des choses factuelles, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont plus dans... Pas, ces faits. Mais je crois que la négociation, privilégier la piste de la négociation, nous évite de passer par un procès qui lui-même pourrait être jugé, biaisé, ainsi de suite. Déjà, là, on a vraiment une preuve, tu parlais de preuve, on a une preuve en tout cas d'une certaine décrispation de la situation. Bon, en tout cas, il sait tout sourire. Voilà, depuis quelques mois, on ne connaissait pas vraiment les méandres internes de cette situation politique-là. On ne savait pas, justement, on se posait des questions. Aujourd'hui, nous avons la preuve que les tractations se poursuivent et que les discussions sont bien réelles. Et puis même pour nos soldats emprisonnés depuis 5 mois, voir comme ça le ministre de la Défense venir les visiter, parce qu'il a été les visiter, pour eux c'est rassurant. Ils vont se dire, bon, le pays ne nous a pas lâchés, le gouvernement pense encore à nous, on n'est pas livré à notre propre sort. Parce qu'il y a des situations où les pays ne reconnaissent même pas des... Voilà. Et puis même voir un Assimi Goïta s'asseoir autour de la table avec une délégation ivoirienne, ça ne peut que apporter aux familles de ces prisonniers-là un brin d'espoir, du réconfort. Surtout que nous sommes en période des fêtes et ce sera un très beau cadeau de Noël. Bon, s'ils ne sont pas libérés, la Noël c'est dimanche, mais en tout cas un très beau cadeau. Ils ont donné le 1er janvier. Oui, des fêtes de fin d'année, s'ils sont libérés, qu'ils retrouvent leur famille. Quoi. Et si c'est le 1er janvier, c'est un premier cadeau pour l'année 2020. Ce que Kevin dit est important parce que ça aussi, qu'on vient de le mentionner, les autorités ivoiriennes, dès leur descente d'avion, avaient souhaité rencontrer déjà les soldats détenus avant de rencontrer même les autorités maliennes, notamment le président Assimi Goïta. Et c'est ce qui a été fait. Ils sont allés rencontrer les soldats, ils ont eu l'occasion à la gendarmerie, qui sont détenus à la gendarmerie selon ce qui a été dit de Bamako. Donc ils ont eu l'occasion de vraiment rencontrer ces soldats-là, de les voir, certainement leur passer le message du chef de l'État et leur remonter le moral avant d'aller rencontrer. Je pense que le Mali devrait réellement, une fois que tout ça sera rentré dans l'ordre et que les soldats seront rentrés en Côte d'Ivoire, assumer quelque part ce qui a été fait. Il ne faudrait pas que ça reste comme ça, non, c'est vrai. Attends, on va les libérer d'abord. Voilà. Il y a un adage chez nous en c'est de la censure. Quand on ne t'a pas encore servi, ça c'est de la censure. Il ne faut pas dire c'est bon. Ça c'est de la censure. Attends, on va nous servir d'abord. Et puis après. Bon, Rihanna, elle a fait ça, Rihanna. Après, hein. Voilà. Si vous nous regardez au Mali, c'est qu'elle a dit que ça compte pas. La dernière partie de l'émission, ça compte pas. Bon, en tout cas, après cette visite-là, parce que quand on dit il y a la visite, ça veut dire que les gens qui ont autorisé la visite. Bien sûr, donc, pour dire que ceci vient réchauffer un tout petit peu les relations diplomatiques entre les deux pays qui s'étaient un tout petit peu... ça arrive. Voilà. Et aujourd'hui, on démontre que le dialogue, la fraternité entre les deux pays-là est en train de retrouver ses lettres de noblesse. Brice, avant que tu ne continues, selon des informations qu'on aurait reçues, le président togolais, qui est le médiateur en chef même dans cette situation-là, dans la crise qui oppose nos deux pays, est attendu à Abidjan mardi. Donc vraiment, selon certaines supputations, il pourrait probablement venir
Bon, on nous a déjà dit ça il ici. pourrait, je dis bien il pourrait, On selon pourrait certaines dire pourrait. supputations. Voilà, c'est pourquoi je dis il pourrait. D'accord. Sinon, il a attendu à Abidjan, En tout selon cas, certaines informations. C'est notre... Donc à partir de mercredi, je peux te dire ce que je voulais dire. Si, Ok. si et Et seulement seulement si. Regardez. Dès qu'ils atterrissent, tu pourras dire. Pour l'instant, On appelle ça comment? Ils sont là, allez, Red, vous disiez. Bon, on va poursuivre, hein, puisqu'on parle de sécurité, avec cette image-là. C'est le président Ouattara qui félicite donc, la création de police recours avec une image. Donc on va voir une petite image d'illustration. Et qui... Police qui, recours. Hein. Police recours, hein. Qui mieux que Daouda sur ce plateau pourrait nous parler L'ami de tous les de policiers. situation. Non, Daouda, comme vous le savez, depuis 3 jours, je vous ai dit, ces voitures bleues hein, qui sont garées un peu partout dans Abidjan, ça fait plaisir à Mais tout c'est le monde. joli à voir, C'est quand beau même. à voir, C'est c'est joli. rassurant. Et je pense que le président était tellement fier de cela que lorsqu'il quittait chez lui à la maison, arrivé au niveau de la sûreté, il a arrêté son cortège pour entrer à la sûreté, pour aller dire vraiment bravo au directeur général de la police. qu'on Bravo, voit, bravo. Sur l'image, le DGPN Kouyaté. Ah, là, Et ce qu'on nous sincèrement, manque, hein. au-delà même, si... et le DGPN était là? Oui, le voici. Le voilà qui se fasse. Il était Oui, là. non, mais je me pose la question. Mais il était de au travail, il était à de la- son poste. de la spontanéité Non, mais il est- de mais cette le- démarche. Mais Brice, le DGPN, c'est un homme de probité qui a la conscience professionnelle. Donc, franchement... Oh, ça va, vous savez le- pas. Il est juste espiègle. Merci, Il en a le droit. merci. Non, Non, mais, le DG, il était à son poste, donc quand le président... Ce est là, tabou de Daouda pour la police, là, il va falloir qu'on vérifie. Non, là, bien. mais Bah, ça va plus loin, franchement, ça va plus loin, ça va plus loin. Non, mais tu sais qu'en même temps, tu as vu la photo de la dernière fois dans le hall. Au passage. En tout cas, c'est Ouais. une nouvelle unité qui regroupe 200 agents de police. C'est ça. Voilà, ils sont affiliés à la BAC, la brigade anticriminelle d'Abidjan. Et puis, bon, voilà quoi. Ils doivent, en tout cas, ils ont été formés pour être spontanés, pour répondre aux besoins de la population de façon immédiate et spontanée, pour gérer tout ce qui est sécurité, débarquer pour voilà, attraper les voleurs, C'est tout ça. ce que vous voulez. Enfin, Mais tu sais qu'hier, il y a quelqu'un qui a inauguré ce... Ouais, j'étais ce tout premier. véhicule déjà. J'étais tout premier. Quelqu'un ouais. qui a fait un accident, qui voulait fuir. Non. Voilà, Si, si, mais si, on a il l'image a du tout été premier. arrêté Du tout premier. à Trècheville. Voilà. Voilà, il a été rattrapé. bon, lui, on pourrait dire le tout premier bénéficiaire. Parce que beaucoup d'hommes rêvent d'être dans ce de véhicule-là. ce peut-être pas. véhicule Mais- climatisé, ça change vraiment des autres véhicules, quoi. Ouais, mais bon, c'est un véhicule de police. En tout cas, c'est un Et véhicule. mieux vaut ne pas se retrouver à l'arrière. Voilà. C'est tout. Bon, à quand nos hammers, comme à Miami, on ne sait-on jamais. Bon, c'est que dans les films pour l'instant dans ma tête. Bon, les amis, on progresse hein, avec cette fois une nouvelle de sport. Et ça, c'est à Élysée. Qui mieux que lui, féru, fan, footballeur dans l'âme, dans le cœur. Et ça s'arrête S'il là. n'était pas journaliste. Il serait footballeur, mais non, il est dans l'âme et dans le cœur, c'est tout. Ça s'arrête là. Sur le terrain, on a vu les résultats. Élysée, c'est l'Argentine, donc c'est la Banque nationale qui envisage de produire des billets à l'effigie de Lionel Messi. C'est Ouais. gonflé quand même, ça. Bon, c'est un article signé de Bon, si c'est confirmé, News Africa, Sport News Africa. Ouais. Donc, ça reste à être confirmé. C'est un article qui le dit. Et qu'éventuellement, la Banque, C'est juste parce qu'on a la envie de Banque faire un peu de- nationale voilà, de l'Argentine songerait à mettre la photo de Lionel Messi sur des billets de banque. Bon, moi, ça reste, comme je le dis, l'information reste à être vérifiée. Mais bon, moi, je trouve que, honnêtement, de mon point de vue, Messi, c'est un joueur que j'adore et que j'aime. Et vraiment, c'est l'équipe que je supportais, l'Argentine. Mais pour moi, c'est pas utile, quoi. Voilà. Quand on a envie de faire Franchement, juste un pas. peu de béret, Ouais, hein, franchement, quand même pas c'est utile. Noël, on a toute la table, on a parlé de sujets très sérieux, puis là, Mais moi, on lance une petite rumeur. Oui. Mais quand même, j'ai l'impression que l'image qu'on voit, là, enfin, pour moi, ça ressemble un peu à un fake. Parce que, bon, rajouter Messi sur un billet de banque, en soi, j'ai pas de problème avec, c'est-à-dire en petit, à côté de d'autres symboles donc, de leur République. Mais rajouter Messi en grand portrait sur le billet de banque et derrière l'équipe en elle-même, je trouve que c'est un peu trop quand même. Hein. Il y a pas, je veux dire qu'il y a pas Ça sent du fake. il n'y a pas que le football en fait qui est mis en avant en fait dans un pays comme Ça le sent du Portugal. fake. Non, mais Il y a d'autres l'Argentine. icônes, donc comme l'Argentine, pardon, il y a d'autres icônes. Donc bon, enfin vraiment l'équipe derrière et puis Messi devant. non, comme mais ça, en le grand. truc, c'est que l'information est avérée concernant l'image. C'est ça. Voilà, qui- c'est qui des gens qui interpelle. ont pris Qui ont le simulé. pouls de la chose, qui ont simulé une image pour dire que voilà, le billet ou les billets pourraient ressembler à ça. Voilà, mais après, moi, je ne comprends pas. C'est comme si on mettait Didier Drogba sur des billets de 5 000 ou de 10 000 francs. Non, ça- En Angleterre, il y a la reine sur les billets, mais parce que c'est la reine. Excusez-moi, Messi, c'est juste un joueur ça. voilà, qui a permis à l'Argentine de remporter
la Coupe du Monde, c'est pas non plus le dieu vivant de Et qui n'a pas fait mieux. Pélé aurait fait quoi Bon, alors en fait, Pélé, en fait, je ne sais pas, il aurait été... J'aimerais faire juste, je vais dire que l'Argentine décide aujourd'hui de mettre Messi Daouda, attention, il y a sur eu son pour billet. Drogba, là, attention. Comment? Attention, hein, il y a eu pour Il y a eu Drogba, donc fais attention. Attention. Donc, comme on t'aime, on dit comme il a parlé de Drogba là. Comme tu avais parlé de voilà. Ça va même mieux. Non, non, tu je te parle tais. de Messi en fait. Ah, Non, je parle de Messi. Ah, d'accord. Je pense qu'après 36 ans, parce que quand même l'Argentine a poursuivi cette coupe-là pendant 36 ans, ils ne l'ont pas eu. Et je pense que le fait de l'avoir aujourd'hui, s'ils mettent Messi, parce que quand tu regardes le match de football contre la France, tu sentais que c'est toute l'équipe, c'est tout le pays, mais pratiquement tout le continent même là voulait que Messi puisse avoir cette Coupe du Monde en cadeau pour partir. Donc aujourd'hui, s'ils le font pour le célébrer, pour moi personnellement, ça ne me gêne pas, ça ne me pose aucun problème. D'autant plus que c'est toujours important de célébrer une icône, de célébrer une légende. Daouda, quand on remportait la Coupe Sénégal 92, ça faisait combien d'années on n'avait pas... 20 ans. On n'avait jamais eu, puisque C'était la première fois. c'était la première fois en fait en 92. C'était la toute première On fois. avait 20 ans, donc on n'a pas mis Gagui Sélé. Oui, non, mais, et puis Daouda, en fait, ce que moi je veux dire, c'est que qu'on mette Messi sur des billets ou pas, à la base, je pense que tous ici, on s'encarre totalement, on n'est pas argentin. Mais, je veux dire, en Argentine, non mais attends, en Argentine, il y a des sportifs, il y a des chanteurs, il y a des intellectuels, il y a des écrivains, il y a des acteurs. Si on décide de mettre chaque personne qui glorifie le pays à travers son secteur d'activité, on ne va pas s'en sortir. C'est ça, et ça amène à se poser la question. Daouda, ça amène quand même à se poser la question de finalement, en fait, c'est quoi les critères pour être sur un billet de banque, en fait? Non, moi... Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que moi je veux dire, bon, c'était juste un petit moment de galère. Mais Daouda... Laisse-moi finir. Voilà. Vous dites qu'au-delà de tout, un pays, c'est des utilisateurs, c'est des citoyens qui utilisent le billet de banque. Et comme tu l'expliquais tout à l'heure, si les citoyens argentins estiment qu'ils veulent voir Messi sur leur billet de banque, frère, où est ton problème? Donc frère, quand on faisait la réunion, pourquoi tu ne nous as pas dit qu'il ne faudrait pas qu'on en parle vu qu'on n'est pas argentin? On vient nous poser des questions, on répond, tu viens nous dire que c'est les Argentins. Alors, Daouda, j'évolue sur le prochain sujet. C'est un petit sujet Gbérège, pour les desserts. Quelque chose d'un peu plus sérieux, Daouda. Vous avez également vu passer une information concernant une réduction. J'en parle pas, je pourrais vous laisser le soin d'en parler. Une réduction sur les tarifs de l'Ivoirienne de sépulture. Oui, j'ai vu ça. C'était déjà sur la page de l'Ivocep. Je sais que le sujet peut être morbide pour certains, mais pour moi, sincèrement, c'est une très bonne initiative de baisser le coût des frais de conservation du corps à l'Ivocep. D'autant plus que quand on regarde, il y a des familles qui vont prendre du temps, assez de temps, avant d'aller chercher leur corps. Et puis, pour faire les funérailles, ça coûte cher. Tu perds quelqu'un, tu es en deuil, tu es triste. Et en plus de ça, tu dois encore être triste financièrement. Je pense que c'est un très beau cadeau de l'Ivocep, même si c'est un peu morbide. Voilà. Après, je pense que personne n'est contre cette décision. De toute façon, on n'est jamais contre une baisse de prix. Donc, voilà. Quelle qu'elle soit. Franchement, même celle-là. Quelle qu'elle soit. Bon, alors, donc on voulait juste en parler pour qu'on ait des informations. Au cours de cette émission, nous aurons le plaisir donc, de recevoir Tiburce Kofi à propos de son nouvel engagement aux côtés du RHDP. Nous aurons également le plaisir de recevoir Abou Nidal qui sera avec nous au cours de cette émission. Avec lui, on parlera de lui aussi son engagement aux côtés de l'école ivoirienne. L'initiative Ouaratou. Oui, c'est ça, à travers le Ouaratou. C'est les fêtes, c'est Noël. La circulation, on en parle un tout petit peu. Où là, elle est difficile. C'est devenu catastrophique. C'est grave. C'est catastrophique. Mais c'est pour ça qu'il y a la police recours là. Non, même police ne peut rien faire. Elle récupère la circulation. Toi, je pense que tu es bien placé. Oui, non, j'ai bien placé. J'ai très bien passé. J'ai été victime, donc, je vais dire ça, des embouteillages. 2 heures dans la circulation entre le plateau et la Riviera. C'est infernal. Souvent, tu te tapes 3 heures d'embouteillage et les mêmes 3 heures, ça dit que tu peux faire Abidjan-Yamoussoukro. Voilà, en 3 heures. C'est abusé. Et au-delà de l'embouteillage même qui existe en cette période de fête, mais c'est souvent aussi l'incivisme. Mais la question, c'est là, comme vous le disiez dans mes pensées, on est très connectés, c'était à qui la faute?
Mais moi, je ne comprends pas. Il y avait une forte opération de déploiement des forces de l'ordre sur le terrain il y a quelques semaines où, justement, ils alpaguaient les chauffeurs qui n'avaient pas de... Non, mais aussi, il faut comprendre... Bah, c'est la période pour le faire, voilà, en fait. c'est la période où... Non, la période pour le faire, ce que tu dis, mais je pense aussi non, que... Non, ils le font. Non, les forces de l'ordre sont dans les rues pour le faire, mais c'est une période festive et tout le monde sort, en fait. On fait les emplettes, tout le monde a pratiquement le même programme. Donc, c'est ce qui fait que la circulation devient plus difficile. C'est que c'est le moment de... Ce fameux communiqué qui était sorti, qui avait permis une fluidité incroyable, extraordinaire dans le rue d'Abidjan. On a besoin que ce communiqué-là sorte pour dire si vous n'avez pas vos papiers, on sort demain. Bah oui. Mon Brice, tu te rappelles, je t'avais dit ça ici. J'ai dit, je suis incompris. Que Le justicier, il est incompris au moment des faits. Mais l'histoire, mais on a c'est tous Dieu dit, seulement. qu'est-ce qu'il raconte? C'est Dieu. On a tous dit la même chose. On a dit que non. Élisée, moi, toi et allez, avions fallait dit me sauter à non, la gorge. avions dit qu'en fait, il faudrait que l'opération se poursuive sur du long terme. C'est ce qu'on avait dit. Donc, je ne sais pas ce que tu es en train de raconter. Là. En tout cas, c'est le moment. Cher DGPN, cher Kouyaté, chers policiers de l'URC, chers polices et recours, nous avons besoin de circuler. De circuler. Voilà, on a besoin de circuler. C'est dans une chanson de Serge Benoît qu'il a entendu. À ce propos, franchement, il faut intensifier les contrôles. Non, mais Kevin, en fait, il faut comprendre le langage de Daouda. Daouda est candidat. En opération de séduction. Daouda est candidat pour l'académie. Parce qu'il y a des mots qu'il va créer qui seront acceptés à l'académie. Ah, d'accord. Donc, il est candidat, donc il faut l'encourager. Ah non, je n'étais pas au diapason de cette information. Circulons donc à la pub. Circulons. Bon, allez, nous on marque une pause. Voilà. Tu penses à quoi? Non, je pensais à quelque chose de particulier. Dans ta tête. Dans Mais ma je comprends tête. pas, en fait. Kevin, en une minute, est-ce que vous pouvez donner la liste des 6 personnalités ivoiriennes les plus suivies sur Facebook? Le premier, c'est Didier Drogba. Oui. Le deuxième... Ah, ça fait plaisir à Daouda quand même. Non, mais Daouda. vous avez la liste sur les tablettes. Hein. Non, mais Daouda, hein, ça me fait plaisir, Didier Drogba. Voilà, Oui, premier. ça fait très plaisir. Je pense que, qu'on le veuille ou non, Didier Drogba, il a fait de nombreuses choses pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Ouais. C'est une icône, voilà. C'est une légende. Ouais. Bon, pas de la taille de Messi, mais bon, il est quand même une C'était icône peu ivoirienne. utile. Hein. Oui, c'est dit quand même. Ouais, c'est Daouda. Donc, le premier Didier Drogba, la deuxième Edoxy Yao, 5,6 millions de followers. Le troisième Serge Beno, plus de 4 millions de followers. Le quatrième Tikenja, étonnement, plus de 3 millions. Yaya Touré, 3 millions. Et enfin, MC1, Non. 3 millions, oui. MC1 fait partie des 6 Ivoiriens les plus suivis de la Côte d'Ivoire. Même moi, j'étais même effaré parce que j'ai rien contre ce jeune homme qui, au demeurant, est très talentueux. Mais voilà, pour moi... Son engagement sur les réseaux sociaux, quand même. Oui, c'est ça, C'est quoi. ça qui me... Moi aussi. En plus, MC1, depuis quelque temps, on ne le voit plus vraiment faire des scènes. En fait, Non, c'est vrai, Eudoxie, c'est moi j'ai un normal, petit hein. mot quand Eudoxie même est très sur suivi. ça, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais quand on lit les profils de ces différentes personnalités que je respecte et que j'estime, mais on se rend compte que franchement la société ivoirienne est très tournée vers le divertissement, mais énormément. C'est-à-dire qu'on aurait pu retrouver dans cette liste des personnes qui sont énormément engagées dans la société pour certaines causes, Mais Didier Drogba est engagé pour certaines causes. Oui, non, je suis d'accord. Ce que je dis, c'est que je ne remets pas en Non, je cause partage cette entièrement position, l'avis de Ryan, mais j'estime que Ryan. quand on regarde le profil de ces 6 personnes, en majorité, on a des personnes C'est du du football divertissement. et du divertissement. Non, mais ça peut s'expliquer parce que Kevin va me dire, je pense. Non, oui, parce que Rayana, quand tu parles de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde, c'est comme ça. La personne la plus suivie de France s'appelle Nabila. Voilà, Nabila, elle n'a pas fait Sciences Po. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Malheureusement. Donc, malheureusement, c'est comme ça et c'est partout dans le Non, mais ne monde. dis C'est pas pas l'apanage malheureusement, de la ne Côte dis pas d'Ivoire. malheureusement, c'est peut-être parce que... Ah non, aujourd'hui- je suis mal placé même pour dire malheureusement. Je retire mon malheureusement. Voilà. Alors, ce que je veux dire également, c'est qu'il y a des personnes, vous avez parlé de divertissement, Didier Drogba, ça se comprend, une notoriété incroyable, mais il y a aussi le fait qu'il y ait des engagements sur les réseaux sociaux. Parce que pour dire, il y a des personnes qui sont célèbres, mais qui ne font pas des réseaux sociaux C'est vrai. une priorité. Notamment Bon. Brissano. Ça va, j'ai mes Tu commences 100 un 000. peu. Mais pour Mais Tikenja, c'est vrai, vous avez raison, moi, il y a quelques années, c'était pas quelque chose qui était important. Tu Mais savais pas important. faire un poste, non? jamais, vous m'avez oui, beaucoup aidé. tu vois, t'en prie. Merci, Rayana. Brice, c'est vrai que toi, c'est même pas pour te flatter, tu as une immense notoriété, mais tu n'as pas beaucoup d'abonnés sur les réseaux parce que si tu y es mis il n'y a C'est pas vrai. longtemps. Exactement. Et moi, Tikenja, ça m'étonne parce que pour moi, dans ma tête,
Tikenja n'était pas très réseaux sociaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas... Oui, je ne savais pas. Je publie à fond. Je l'ai découvert ce matin. Je vois des vidéos de Tiken quand il était au Mali. Il faut voir la location de la fanbase, généralement c'est au Mali. Et puis il était engagé, voilà, et puis il était engagé à un moment donné dans certaines choses. Bon, enfin bref, merci Kevin pour ce classement-là. On va travailler à y être la prochaine fois. On marque une courte pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du rendez-vous. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec Kevin Aubin, Rayana Assi, magnifique Rayana, Monsieur Élisée Boulougbe, avec qui je partage depuis un moment quelques secrets. C'est ça. C'est ça. Et puis Sa Majesté Daouda. Voilà, toujours. Nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit. On en avait parlé il y a de nombreuses années et aujourd'hui c'est effectif sur ce plateau-là. Monsieur Abou Nidal, s'il vous plaît, pour l'ovation. Abou Nidal, bonsoir. Bonsoir, merci d'être sur notre plateau. Je parle avec quelqu'un sur ce plateau que je ne vais pas désigner, qui me posait la question. Tiens, tu es trop discret. Hein. Ouais, complètement discret. On ne sait pas du tout qui c'est. Non, pas du tout, on ne sait vraiment pas qui c'est. Qui disait, ah, Abou Nidal, je connais bien et je trouve que l'engagement aux côtés de l'école ivoirienne, eh bien, c'est un engagement que je salue. Je ne dirai pas qui sur ce plateau. Je ne peux pas vous dire qui, pour des raisons techniques. Mais bon, mais voilà. Abou Nidal en musique, c'est ça. La première question, comment on passe du coupé-décalé à va à l'école? Mais le coupé-décalé même, c'est va à l'école? Non, le coupé-décalé, c'était pas va à l'école. Comment le coupé-décalé, c'est va à l'école? Parce que le coupé-décalé parle à la jeunesse. Le coupé-décalé donne de la joie. Le coupé-décalé, pour moi aussi, on parle de projet de développement durable. La musique fait partie du projet de développement durable parce que l'or va disparaître, le pétrole va disparaître, mais la culture ne va jamais disparaître. Donc, à travers l'art, à travers la musique, on peut faire bouger les choses. Je ne suis pas trop d'accord avec la réponse parce que quand on parle de coupé-décalé, de plus en plus, moi je parle en fonction de ce qu'on a comme impression de nos jours. Quand on parle de zouglou, on parle plus d'enseignement, de paroles profondes. Le coupé-décalé, c'est vrai que ça parle beaucoup plus d'argent, comme on dit de nos jours, de paillettes, c'est ça, de bling-bling, etc. Donc quand vous me dites que le coupé-décalé, c'est va à l'école, est-ce que ce sont les gens qui interprètent mal alors ce qui est dit parce que... Alors, un enfant naît et grandit. Quand je vais regarder dans le rétroviseur, nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire en 2002, lorsque le pays traversait une crise militaro-politique. Alors, le b.a.-ba, c'était effectivement à cette période de mettre de la joie, de faire danser. Et comme j'ai dit, un enfant naît et il grandit. Quelques années après, 20 ans après, nous avons décidé, nous les initiateurs, de porter des projets de développement durable. Les enfants m'ont écouté, les enfants ont dansé au rythme de mes chansons à un certain moment. Le message qu'on ne retrouvait pas dans le coupé-décalé, on pouvait le retrouver aussi dans des actes, dans des projets, dont le projet éducatif qui accompagne aujourd'hui ma musique. Donc très bien. Donc voilà. On s'est rejoint, on s'est rattrapé. Donc c'était pas va à l'école, mais c'est devenu va à l'école. Donc voilà, et ça c'est important. Il a grandi, il a gagné en maturité. Daouda? Abou, moi ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est que comment est-ce qu'on fait pour quitter, parce qu'on vous a connu dans le milieu de la jet set. À quel moment on quitte la jet set ivoirienne pour se retrouver en griffe dans l'humanitaire? On n'a pas quitté, c'est juste ça a évolué. Vous conviendrez avec moi que le Zougou est né dans les, comment on appelle ça, dans les cités universitaires et tout. Comment Daouda peut imaginer le Zougou? Les funérailles? Non. Oui, si. C'était tellement loin de ce que tu dis. Voilà. Le Zougou, c'est une musique engagée. Voilà, le Zougou, c'est une musique engagée. Aujourd'hui, le Zougou chante aussi l'amour. Bien sûr, oui. Donc, comme je l'ai dit, le coupé-décalé au début, effectivement, c'était pour faire danser. Mais à un certain moment, on a compris qu'une activité qui évolue, ça évolue avec son temps. Et je suis fier aujourd'hui de savoir que je suis à l'initiative de ce concert musical qui a vu de grands jeunes artistes aujourd'hui. Je parle de Bébé Philippe, de Kérosène, de Serge Benoît, qui font la fierté de la musique ivoirienne. Donc, 20 ans après, nous avons décidé d'apporter la valeur ajoutée. Donc, on a décidé de porter des projets. Donc, l'éducation, l'école, pour moi, c'est la base. Et c'est ces jeunes-là aussi qui ont fait de nous ce que nous sommes. Parce que moi, j'ai commencé ma promotion de proximité quand je suis rentré de Genève, dans les écoles. Kermesse, bal de fin d'année et tout ça. Donc, quelque part, je reviens vers eux. Il y a 20 ans, vous avez fait de moi ce que je suis. Aujourd'hui, je viens, je vous dis d'aller à l'école. On peut se divertir, on peut danser, on peut s'amuser. Mais allez-y, savoir lire et écrire est fondamental. Donc, c'est l'évolution normale
Voilà. Juste avant Kevin, et la question justement, en plus de Daouda, c'était à quel moment ce déclic-là, est-ce qu'il y a un élément? Oui, il y a un élément, tout C'est à ça. fait. Alors, j'ai sorti une chanson, le Waraba, le Wara danse, le Wara qui est le lion il est leader. Donc, à un certain moment, je me suis dit, il fallait accompagner cette chanson d'un concept, d'un projet de leadership. Donc le lion, il est roi. Donc j'ai demandé simplement aux jeunes de rêver le lion qui dort en eux, d'être des leaders dans tous les domaines. Si tu es footballeur, il faut être un Wara footballeur. Si tu es artiste, il faut être un Wara artiste. Si tu es... Voilà, donc c'est parti de là. Serge Beno et Kérosène, c'est des gens qui ont débuté en baignant viscéralement dans le coupé-décalé. Aujourd'hui, leur musique a évolué, il y a comme un relent de dénaturation, c'est-à-dire qu'ils font plus du coupé-décalé à proprement parler. Est-ce que vous jugez cette évolution comme justement comme un affront fait au coupé-décalé Non, moi je ne pense pas qu'ils ont dévié. Au contraire, ça a évolué. Ils ont envoyé une nouvelle sonorité. Alors quand vous écoutez mon nouvel album, c'est un album de 16 titres. 16 titres, il y a des collaborations, Yemi Alade, Toumani Diabaté. Toumani Diabaté ne fait pas du coupé-décalé, il fait de la musique, de recherche. Donc je pense que notre mouvement a beaucoup évolué. Donc je félicite Bébé Philippe qui est non seulement arrangeur, il n'arrange pas seulement que les artistes coupés-décalés. Donc il baigne carrément dans la musique. Donc souffrez qu'il y ait des nouvelles sonorités. Mais le B.A.B.A. reste la danse. Serge Beno, quand vous écoutez ses dernières sorties, il y a les chorégraphies et tout ça. Vous avez Safarel qui est resté authentique. Vous avez Ariel Chéné qui a fait Amina. Mais quand on dit Ariel Chéné, on dit d'abord l'artiste coupé-décalé avant de parler des autres concerts. D'accord, donc ça ne les empêche pas de revenir à des sonorités coupées-décalées. Tout à fait, oui. Très bien. Kevin a la réponse à sa question. Élisée? D'accord, moi je voudrais juste savoir en quoi ça consiste réellement ce Waratou, quand on sait qu'il y a certaines initiatives qui ont été portées aussi par des artistes musiciens. Je prends l'exemple simple, les magiciens, qui se concrétisent par la construction et la dotation en infrastructures scolaires de certaines localités. Waratou, concrètement, comment ça se matérialise? Alors, Waratou, c'est une caravane itinérante qui vise d'abord à célébrer une école de qualité inclusive pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Au début de l'année, nous faisons la caravane Va à l'école, qui est une expression universelle. Tout le monde dit à son enfant d'aller à l'école. Donc nous avons matérialisé ça par une chanson qui nous véhiculons ce message-là à la rentrée scolaire. Nous dotons les familles les plus démunies des manuels scolaires. Et après, il faut d'abord que les enfants aillent à l'école avant de parler de l'excellence. Après le premier trimestre, nous lançons maintenant la caravane Waratou, qui est la caravane de l'excellence. Donc nous sillonnons les contrées, les villes avec nos partenaires. Nous détectons les meilleurs élèves qui se sont démarqués au cours de l'année académique ou pendant le premier trimestre ou le deuxième trimestre. Donc ils sont mis à la lumière localement, ils sont célébrés, les 10 meilleurs du primaire, les 10 meilleurs du secondaire. Et les 2 meilleurs du secondaire, le premier cycle, le meilleur des meilleurs, est invité à Abidjan. Au premier cycle, le meilleur des meilleurs aussi est invité à Abidjan. Et ils sont célébrés au cours d'une cérémonie d'excellence nationale. Donc vous voyez un peu. Donc c'est divertir, éduquer, encourager et détecter. D'accord. Voilà. Moi j'aimerais juste savoir, c'est une cause assez noble qui est aussi longuement portée par le gouvernement en ce moment quand on sait le contexte de l'éducation nationale. Ouais. Est-ce que vous avez un appui, un partenariat ou une collaboration avec ce gouvernement ? Tout à fait. Les 2 premières années, nous avons travaillé dans la clandestinité. Mais après la 3e édition, évidemment, l'État a jugé bon que c'était une cause qui était vraiment bien. Et donc, nous avons l'appui du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous sommes aussi soutenus par le ministère de la Culture. Nous sommes accompagnés par le ministère de la Jeunesse. Donc nous sommes depuis 2 ans, depuis l'année dernière, accompagnés par l'UNESCO. Voilà, donc voilà un peu. Pour revenir à la question d'Élysée, vous êtes accompagné aujourd'hui, on sait bien, hein, on voit de façon très concrète les réalisations d'autres organisations humanitaires. Vous êtes accompagné, cet accompagnement-là, comment il se présente? Il se présente en termes de financement de projets pour les écoles, de réhabilitation. Comment ça se concrétise? Alors, l'accompagnement, déjà avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est un accompagnement institutionnel. L'année dernière, le ministère de l'Emploi jeune nous a accompagnés de manière financière parce qu'il y avait, comment dirais-je,
aussi la campagne contre les congés anticipés. Donc, parce que la communication aussi porte, et puis nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés par des artistes. C'est vrai que 90% d'artistes le font de manière bénévole, mais comme c'est dans toute la Côte d'Ivoire, il faut payer quand même le carburant, le transport, le logement et tout ça. Donc, mais au-delà de l'État, nous avons des entreprises citoyennes qui sont dans la fabrication des manuels scolaires, qui voient aussi qu'à travers nous, on peut faire la promotion de leurs produits. Donc, c'est du donnant-donnant. Nous, on leur donne de la visibilité sur la caravane et ils nous accompagnent aussi avec, voilà, de manière financière. Très bien. J'ai Kevin, Élisée et Daouda. Oui, Abou Nidal a un peu disparu des podiums. Je pense que la dernière fois que vous avez sorti un clip, c'est il y a 1 an, Bassam Tchanchan, si je ne m'abuse. Est-ce que votre engagement humanitaire est tellement grisant au point que vous ne puissiez plus pondre des titres? J'ai un album de 16 titres. Ouais. Avec 14 clips. C'est vrai que l'excellence m'impose sa rigueur. Je ne peux plus en même temps être dans les écoles pour passer le message de ne pas consommer la drogue, de ne pas consommer l'alcool, les congés anticipés, en tout cas tout ce qui est mot en milieu scolaire. Et en même temps être sur des scènes qui pervertissent la jeunesse. Donc ça fait que j'ai restreint véritablement, et volontairement d'ailleurs, mes scènes. Sinon, je suis de ma génération, je suis l'un des artistes sans prétention qui tourne le plus. Parce que souvent, vous pouvez jouer dans un salon et puis avoir le cachet de celui qui joue au Palais de la Culture. Et d'ailleurs, je viens de fêter mes 20 ans de carrière au cours de ma cérémonie de clôture du Ouaratou au Sofitel Hôtel Ivoire Palais des Congrès. Pour la première fois, un artiste coupé décalé a pu se produire dans cette salle prestigieuse. Donc, en tout cas, votre engagement influe sur votre carrière, aussi sur vos prises de décision. Tout à fait. Mais sinon, si je ne chante pas, je ne peux pas faire le métier là. Je ne peux pas aller vers les enfants parce que c'est l'artiste d'abord qui vient vers les enfants, qui vient les parler de tout ce qui est excellence en milieu scolaire. Et beaucoup de choses ont changé. Hein. Même le look a un tout petit peu changé aussi, c'est ça. Kevin, Élisée, j'ai une question pour vous. Voilà, le Ouaratou, ce que je lis ici, l'initiative a été lancée en 2017. 5 ans après, quel bilan? Le bilan est plus que positif parce que nous avons sillonné plus de 80 villes de la Côte d'Ivoire. C'est plus de 3000 et quelques kits, ordinateurs portables distribués. Plus de 3500 kits scolaires distribués. Et c'est une école de 6 classes qui est pratiquement finie à 99% dans la ville de Korogo. Et le Ouaratou aussi, c'est une commune, une école. Nous allons étendre la construction d'écoles les années qui viennent. Élisée est très calé en matière de chiffres. On a combien de communes en Côte d'Ivoire environ? On a autour de 185 communes. Donc ça va être 185 écoles à construire. Voilà. Pourquoi pas? C'est possible. C'est possible. Pourquoi pas? C'est possible. Voilà. Abou Nidal, la prochaine étape du Ouaratou, c'est 2023, nous allons lancer au mois de mars. Le thème, c'est non à la drogue en milieu scolaire. Et nous sommes très heureux de savoir que depuis le 28 novembre jusqu'au 20 décembre, nous avons initié la caravane de sensibilisation contre les congés anticipés dans les 12 communes d'Abidjan, qui a été un franc succès. Et nous avons eu ce matin la ministre de l'Éducation qui nous a félicités parce qu'on a parlé aux enfants. La répression, oui, mais la sensibilisation doit toujours continuer. En tout cas pour nous, hein, qui avons vu le démarrage de ce Ouaratou et cet engagement-là que vous avez aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu beaucoup d'eau sous les ponts, mais il y a surtout beaucoup d'efforts et beaucoup de succès. On note l'évolution. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci. Nous remarquons une courte pause et on vous retrouve juste derrière. Le temps pour nous de déguster dans notre cœur et dans notre tête un titre d'Abou Nidal que je vais faire écouter à Kevin Aubin. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Bolougba. Toujours. Voilà. Élisée Bolougba. On dit Élisée Bolougba et puis il y a Daouda. Vous ne l'avez pas vu les cousins. Non, c'est parce que je disais qu'après, juste moi, ça allait être lui, en fait. Oui, non, mais alors qu'il y a Kevin Aubin, je fais exprès pour lui foutre ça. Et Ryan Assi. Voilà. Alors, j'ai vu ce soir, cet après-midi, j'ai eu l'honneur de rencontrer la fille de Daouda. Mais je peux vous assurer qu'elle est magnifique. Elle est trop mignonne. Elle est mignonne, la fille de Daouda. Rappelez-moi son nom. Elle s'appelle Soraya. Soraya, c'est très joli. Donc Soraya, bah, écoute, un papa, on ne choisit pas son papa. C'est Daouda. Et on t'aime, ma chérie. On t'aime, au passage, je tenais vraiment à dire merci à Rayana qui lui a fait un très beau cadeau. Je ne dirai pas quoi parce que c'était un secret entre filles.
Ok. Voilà, elle a dit à ma fille... Tout le monde a vu Rihanna te faire à la télé. Tout le monde vous a vu. Voilà. Ne dis pas. Mais bon, après, ça vous grandit. En tout cas, merci encore. Parce qu'il y en a d'autres, par contre, c'était... Ouais, faut dire. J'ai fait un truc, faut dire. J'ai remarqué que tu dis pas trop. Bon, les amis, on va évoquer justement, on parlait de la fille de Daouda. Fort heureusement, ou permettez la liaison, fort heureusement, elle n'est pas concernée par cette situation-là. On parle de 23... Belle transition, hein, Brice. Je sais, je suis un garçon intelligent. C'est pourquoi je suis... Merci, Réna, merci beaucoup. 25 ans de télé quand même et de radio. Oui, merci. 23 cas de grossesse, donc signalés à Bongouanou. Les grossesses en milieu scolaire, Élise, on en parlait l'année dernière avec Rihanna aussi. C'est un cas, et juste au premier trimestre, cette année à Bongouanou, 23 cas de grossesse en milieu scolaire. C'est énorme, c'est effrayant. C'est limite révoltant parce que c'est vrai que, je le disais, enfin, l'éducation nationale est un peu en crise, mais c'est vrai que ça, quand même, c'est le type de phénomène qui ne naissent pas forcément de la crise de l'éducation nationale. C'est une crise, j'ai envie de dire, qui vient de plusieurs aspects, et de l'éducation, et de la sécurité de ses enfants, des conditions de vie de ses enfants, et des conditions également dans lesquelles ils sont à l'école. L'exposition qu'ils peuvent avoir à ces risques-là. Et ça devient malheureusement un phénomène qui ne baisse pas malgré toutes les sensibilisations qui sont faites, parce que ça fait déjà quelques années qu'on parle de ce phénomène. On n'a pas vraiment l'impression que ça part à reculons. Au contraire, on en parle de plus en plus. Quand le problème est sensibilisé dans une contrée, c'est dans une autre qu'on se retrouve, avec le cas par exemple aujourd'hui de Bongouanou. C'était dans l'Ouest, hein, je crois qu'on avait évoqué. Et ça amène justement à se dire qu'il faut vraiment qu'on aille vraiment à la source du problème, qu'on détecte la source du problème, pour vraiment traiter ça. Non mais vraiment, Rihanna, vous parlez de la source du problème. La question à se poser pour évoquer la question de la source, franchement, vous posez la question, comment est-ce que 23 élèves, enfin, pour ne citer que celle-là, mais sinon il y a d'autres cas en Côte d'Ivoire, elles sont mineures en général. Bah, justement, moi, c'est en fait, quand on parle de... Généralement, on parle de grossesse en milieu scolaire. Bon, d'accord, c'est affligeant comme Rihanna vient de le signifier, mais moi, ce qui me dérange, qu'elles soient scolarisées ou pas, ça n'en reste pas moins des jeunes filles. Et pour la majorité d'entre elles, elles sont encore adolescentes, mineures. Donc, qu'elles soient scolarisées en milieu scolaire, en milieu rural, en milieu urbain, tu vois ce que je veux dire? Moi, qu'importe le milieu, du moment où ce sont des jeunes filles adolescentes mineures qui prennent des grossesses, c'est d'autant plus risqué et d'autant plus catastrophique que, voilà. Oui, vous évoquez le volet risque pour la santé. Exactement, c'est ça. Mais quand vous avez des gens mais la situation est d'autant plus grave, hein, Daouda, quand on imagine encore que c'est des personnes qu'on a scolarisées, qui sont censées poursuivre un cursus scolaire, et que celui-là peut être, sinon va être probablement arrêté à cause de cette situation-là, ça devient d'autant plus... Je vais me baser sur les chiffres de l'année passée, le chiffre global qui parlait de 5000 cas de grossesse en milieu scolaire. C'est ça. Voilà. Et je pense que le chiffre est énorme. Et l'un des médecins des centres médicaux scolaires qui en parlait de ces enfants-là, généralement, c'est entre la classe de 5e et la classe de 4e que ce genre de situation arrive. Et justement, je pense que si on parle de la même étude, mais certaines enquêtes ont démontré que souvent, le corps enseignant se retrouvait malheureusement impliqué. Ouais, y a eu des cas comme ça. Souvent impliqué, mais souvent c'est entre eux, adolescents, que cela se passe, parce que qu'on le veuille ou non, si vous vous rappelez très bien, c'est en classe de 4e qu'on commence à lire le fameux livre « Les Frax de Binto ». Et c'est en classe de 4e, c'est l'âge de la prépuberté. 5e prépuberté, 4e puberté. Et du coup, je veux dire, pour moi, à l'école, souvent, on ne met pas beaucoup l'accent sur l'éducation sexuelle. C'est de 13 à 15 ans, c'est ça? C'est quoi le rapport avec... Excuse-moi de te couper, mais je sais pas... Si tu me laisses aller au bout, tu vas avoir le rapport. Avec le livre, si tu me laisses aller au bout, tu vas avoir le rapport. D'accord. Merci. Voilà. Pour dire que, à l'âge de la puberté, en fait, nos enfants aujourd'hui ne sont pas, je veux dire, assez exposés à l'éducation sexuelle. Si ces enfants-là étaient vraiment éduqués de façon sexuelle, je pense que c'est des choses qu'on pouvait éviter. C'est vrai que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a essayé de l'instaurer, mais aujourd'hui, je veux dire, ce n'est pas à grande échelle, en fait. C'est assez compliqué. Pardon, Yana. D'accord.
la puberté avec les phrases de Bito, vous allez comprendre parce que... Ah, tu avais fini là? Non, parce que dans ce... Je connais mon gars. C'est mon gars. Donc, tu n'as pas fini? Non, mais Tu vas je vais terminer. Oui, je veux savoir, c'est quoi le rapport? Dans ce livre-là, les phrases de Binto qu'on lit en classe de 4e, et Binto, qui était aussi en classe de 4e, avec Monique, c'est à cet âge-là qu'ils étaient à l'école, au niveau des BMP, et il y a eu une grossesse. Tu veux dire que ça influe sur Voilà, ça influe en fait. Alors, Sur les élèves qui lisent le livre? Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit, mais je dis la sexualité. Tu vois, c'est la première fois qu'on va lire un roman qui parle de sexualité, de grossesse en milieu scolaire en fait. Et Voilà. Brice, tu sais, leurs deux interventions m'interpellent parce que y a un point qu'on ne regarde pas, c'est l'image même de la jeune fille. Parce que c'est vrai qu'on parle d'éducation sexuelle et tout ça, mais la jeune fille déjà, depuis quelques années, on parle beaucoup plus de grossesse en milieu scolaire, ce que tu soulignes, parce que l'école aujourd'hui, on demande à la jeune fille d'être de plus en plus scolarisée et que ça devient un problème pour l'école. Mais avant que ce soit le cas des grossesses en milieu scolaire, c'était tout simplement des cas de grossesse de jeunes filles dont on ne parlait pas parce que c'était cautionné même par la famille, parce qu'on estimait que la jeune fille, à partir de 12, 13 ans, 11, 12, 13 ans, devait même limite se trouver un mari. Il y avait des mariages arrangés, la petite fille de 9 ans avait déjà un promis. Donc il y avait déjà ce truc qui commençait trop tôt en fait chez la jeune fille. Donc aujourd'hui, quand on l'insère dans le tissu éducatif, ça devient compliqué en fait d'enlever ce positionnement qu'on donne à la jeune fille, qui est celle qui doit constamment reproduire, etc. Donc c'est pour ça que je dis il faut qu'on aille sur les causes profondes, parce qu'il y en a qui sont vraiment culturelles. Et même la famille, peut-être que nous, aujourd'hui, on est outrés de parler de jeunes filles qui tombent enceintes à 12-14 ans, mais la famille, peut-être qu'elle ne l'est pas. Moi, je vais vous dire qu'il y a quelques années, hors de Côte d'Ivoire, j'avais une de mes protégées à la maison qui faisait les coups du soir. Et un soir, c'est quelqu'un qui a attiré notre attention, c'était le pasteur à l'époque, qui nous a dit « La petite, là, elle doit être enceinte. » Bon, je dis « doit » parce que c'était « va être enceinte ». C'était dans le cadre d'une prophétie. On n'y a pas cru parce que la demoiselle, elle avait 14-15 ans. Elle était à la maison, elle partait au cours et elle est tombée enceinte. Quand on lui a demandé, elle dit « Non, c'est quand elle s'en va à l'école qu'il y a quelque part quelqu'un qui l'interpelle, donc entre l'école et la maison. » Et puis qui lui fait des avances, et c'est l'un dans l'autre, elle est tombée enceinte. Je pense que sincèrement, Brice, au-delà de tout, on est en train de parler des cas de grossesse en milieu scolaire. Pour moi, en fait, il faut intensifier l'éducation sexuelle dans nos établissements. Il faut que les enfants puissent comprendre comment... D'accord, vous avez compris votre point, c'est l'éducation sexuelle. On a noté. Kevin, vous avez un autre point. Oui, c'est par rapport à ce que dit Daouda. Non pas par rapport aux frasques des Binto. Mais quand tu parles d'intensification d'éducation sexuelle en milieu scolaire, moi, je ne comprends pas. Parce que, je veux dire, de la 6e à la 3e, si je ne m'abuse, aussi longtemps que je me souvienne, il y a ce qu'on appelle les cours d'éducation civique et morale. On dit généralement ECM. Et dans ces cours-là, je les ai faits. On nous parle de sexualité, on nous parle de prévention, on nous parle de moralité, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui pavoise ce dont tu parles. Donc, les enfants sont éduqués là-dessus. OK, tu me diras que les cours d'ECM, c'est généralement 1 heure par semaine. Mais il n'y a pas besoin de faire 20 heures de cours de sexualité pour qu'un enfant, un adolescent comprenne que ce n'est pas de son âge que de s'adonner à des pratiques sexuelles. Voilà. Non, mais en fait, tu sais, alors, c'est une proposition, c'est la proposition de Daouda, intensifier, donc on a noté, intensifier donc les questions d'éducation. On peut répondre aussi. Vous souhaitez répondre, mais rapidement. Mais je te laisse aller. Oui, en fait, ce que j'allais dire, c'est que quand on parle... Je ne vais même plus l'écouter. Quand on parle d'intensifier, je pense que le problème, c'est que ça ne se limite pas justement à ces cours d'ECM qui, en réalité, sont des cours que les gens... Ça a changé. Franchement, on sait tous que ces cours-là, c'était des cours que les gens ne prennent pas au sérieux. C'est basique. Pendant ces cours-là, chacun va chiller de son côté. Bon, c'est pas... Et puis même les profs ne prennent pas au sérieux ces cours-là. Laisse-moi. Les profs eux-mêmes n'étaient pas très, très convaincants et intenses dans ces cours-là. Enfin, en tout cas, moi, j'en garde pas un très bon souvenir. Mais c'est vrai que, alors j'imagine encore plus dans ces établissements publics et au-delà même de cette heure de cours d'éducation civique, on parle vraiment d'une vraie sensibilisation, que la jeune fille aujourd'hui sache que quand Brice explique le cas de la personne, c'est pas parce que tu as arrêté entre la maison et l'école que tu réponds aux avances et que tu en arrives
à aller jusqu'aux actes sexuels qui poussent à la Mais aussi la responsabilité d'adulte aussi en même temps. Non, la responsabilité d'adulte, oui, mais si l'enfant est éduqué, c'est-à-dire que s'il y a une intensification au niveau de cette éducation sexuelle-là et qu'elle a conscience de ce qu'elle ne doit pas s'adonner à certaines pratiques, on réduit justement le risque de... Une chose est sûre, le dernier rapport de VIH qui est sorti, il y a eu dernièrement la journée nationale sur le sida qui est sorti, mais on te dit, ce rapport-là te dit que c'est ces enfants de cet âge-là justement qui sont les plus atteints par le virus du VIH. Non, mais alors, parce qu'ils ne savent pas. Alors, ce qu'on veut dire, et peut-être que c'est le choix des mots bien, on a gardé la pause. C'est peut-être le choix des mots. Intensifier, renforcer, parce que ça existe déjà. Renforcer peut-être ces cours-là. Bon, pas forcément les intensifier. C'est lui qui a parlé de l'intensification. C'est ce que je dis. C'est peut-être le mot qui vous a heurté. Donc peut-être renforcer ce qui existe déjà en termes de solutions. Une autre solution, Élisée ? Oui, bon, déjà dit que les causes, pour moi, elles sont multiformes. Elles ne sont pas juste du fait que les élèves ne sont pas suffisamment sensibilisés. Elles sont soit ils savent, ils en savent trop souvent. Voilà, en termes de... Je vais aller directement aux solutions, comme c'est ce que vous me demandez. Moi, je pense que l'une des solutions qu'on peut préconiser, c'est de permettre aux législateurs de légiférer sur des mesures de sanctions qui peuvent être prises concernant les auteurs de ces grossesses à risque. C'est-à-dire quoi? Si il y avait que des gens enseignent des mineurs et qu'eux sont majeurs, des mineurs qui sont à l'école, qu'il y ait des mesures de sanctions contre ces personnes. Deuxièmement, pardonnez-moi, Élisée, sur ce point, le temps que vous finissiez, mais sur ce point, déjà, la législation est claire. Si vous êtes majeur, même dans la vie, et que vous enseignez une mineure, que les parents portent plainte, vous êtes... Oui, mais voilà que le problème, c'est qu'il y a très souvent des arrangements, en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Très souvent, il y a des arrangements qui se font en famille, et c'est ce qui nous conduit vers ces situations-là. Deuxième solution que je pense qu'on peut préconiser, en dehors, déjà ils ont parlé de la sensibilisation, le législateur, mais aussi les parents. Je crois que peut-être que le législateur doit réfléchir à comment contraindre les parents à un certain moment. Parce que je prends juste une anecdote. Ce week-end, je suis allé hors d'Abidjan, j'étais hors d'Abidjan avec mon épouse et on est allé dans un restaurant. Et pendant qu'on mangeait, on a vu deux petites filles en fait, de cette tranche d'âge, 14-15 ans par là, qui étaient assises aussi, qui étaient en train de manger. La première chose que ma femme a posé comme question, mais elles font quoi ici? Moi, ça m'a intrigué. Parce que justement, vous faites quoi ici, à votre âge, un week-end? Et on a essayé de pousser les investigations. Ils savaient que les fillettes, effectivement, sont élèves. Elles reviennent des cours, mais elles sont sur des tuteurs où souvent, ce n'est pas évident, en tout cas en termes de trucs et autres. Donc, elles sont souvent obligées de marquer escale là pour manger. Mais l'argent le gagne comment? L'argent le gagne moyennant éventuellement ce qu'on n'ose pas dire, mais c'est ça en fait. Donc il y a un certain nombre de responsabilités pour moi qu'on doit pouvoir mettre en place pour éviter qu'on se retrouve dans cette situation. Très bien, on va noter la question des responsabilités en proposition d'Élisée Bologbeu. Merci, nous, on court pour rattraper Sharon Camara qui nous attend depuis un bon bout de temps pour le JT. À tout de suite Sharon, c'est à vous. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk à la suite du JT que présentait la très chère Sharon Camara. Nous sommes très heureux de recevoir sur notre plateau notre invité. Et je l'ai dit, c'est peut-être le deuxième rendez-vous sur le plateau du Grand Talk, mais c'est toujours avec autant, sinon avec plus de bonheur et de plaisir que nous recevons l'immense Tibur Scofi, s'il vous plaît. Vous êtes journaliste, écrivain, homme politique. Je l'ai dit, c'est un vrai bonheur pour nous tous de vous savoir à nos côtés ce soir, de partager avec nous votre expérience, votre savoir-parler, votre savoir-faire. Et je pense que de plus en plus, on est en train de parler sur le savoir s'habiller. Parce qu'il y a un petit style avec le... Il faut m'expliquer ça. L'écharpe. L'écharpe, ça n'a pas besoin particulier. C'est l'héritage de mon maître Zali Zaourou. Très bien. Il est parti pour rester fidèle à sa mémoire. J'ai conservé l'écharpe. Je ne la portais pas quand il vivait. Ce n'était pas la peine de faire comme lui. Maintenant, il n'est plus... Il a eu le réflexe de me désigner comme son héritier intellectuel, spirituel. Wow. Je continue les traditions vestimentaires du maître. C'est vrai que j'avais entendu héritier spirituel, mais je n'avais jamais entendu. Ça, je n'avais jamais entendu. Je vous avais dit. En tout cas, ce moment-là, il risque d'être un très bon moment d'héritier. C'est le ou c'est les? C'est l'un des héritiers ou l'héritier, c'est ce que vous voulez dire? Il m'a désigné comme son héritier spirituel et intellectuel. Ok, voilà. Et comme de continuer de prendre en charge son héritage intellectuel, ce qu'il a produit. Il faut que je m'en occupe et je m'en occupe. Comment vous en occupez? Par exemple, il est décédé en 2012, en 2013, j'ai fait publier de ses livres qui s'appellent « Dernières paroles pour l'Afrique ». C'est Hélène Bessopé à son âme et moi-même qui l'avons amené à écrire ce livre
pour lui demander de s'adresser à la jeunesse africaine qui va venir et celle qui était en train d'émerger. Il faudrait qu'il parle aux Africains. Le livre s'intitule « Dernière parole pour l'Afrique ». C'est un très très beau livre. Kevin Aubin, il avait une préoccupation. Est-ce que vous étiez le seul héritier? Est-ce que vous avez partagé l'héritage avec d'autres frères? Non, je pose la question parce que je sais que M. Zadi Zarou, paix à son âme, distillait deux types de formation, une formation politique et une formation artistique. Et Clémentine Papoué... très académique. Pardon? Et surtout une formation très académique. Oui, notamment. Clémentine Papoué qui a joué dans Ma famille, justement... qui joue dans Ma famille. Qui a joué Ma famille et terminé. Et joue toujours dans Ma famille. Oui. Bon, qui joue toujours dans Ma famille, ça ne change rien, mais d'accord. Qui joue toujours dans Ma famille, voilà, elle s'enorgueille. Souvent, elle dit que c'est son maître et qu'elle est l'héritière. Donc, d'où ma préoccupation de savoir, est-ce que vous êtes l'unique héritier de ce grand maître-là? Non, moi, je vous parle des dernières paroles du maître. C'est sa famille qui m'appelait. Avant de mourir, notre frère a dit que tu es son héritier. Il te désigne comme son héritier spirituel et intellectuel. On m'a donné liberté de publier ses ouvrages. J'ai recueilli tous ces textes qu'il a écrits. D'autres les avaient chez moi. C'est mon épouse qui les a saisis. Et je suis en contact très régulier avec Eugène Zadi, son petit frère. Et je suis chargé de publier tout ce que le maître a laissé. Est-ce qu'il a dit à d'autres personnes? Ça, moi, j'en sais rien. Je n'étais pas là au moment où il posait son dernier soupir. Et décidé au moment où j'étais dans un avion, je venais de la Martinique pour la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a voulu que je sois en Martinique parce que c'était le centenaire d'Aimé Césaire. Aimé Césaire, c'était son poète préféré. C'est lui qui nous a appris à aimer Césaire, à aimer Césaire. Et j'ai été coopté pour aller dire une conférence sur Aimé Césaire. Je pense que le maître a voulu m'éloigner pour ne pas que je le voie partir. Et c'est dans l'avion, de retour, qu'on me dit, bon, le maître s'est éteint. Alors aujourd'hui, hein, c'est vrai qu'on a fait une petite digression hein, pour parler de... mais ça a été juste un prétexte aussi pour nous pour pouvoir rendre hommage à la mémoire du maître Zadi Zarou à travers donc cet héritage-là dont vous parliez. M. Tibis Kofi, on va surtout parler de votre nouvel engagement, dit-on, au sein du RHDP. On en parle, hein, il n'y a pas que nous. Et nous, on s'est dit, vous avoir sur le plateau là permettrait de dire votre part de vérité ou surtout d'éclairer la lanterne de ceux pour qui elle n'est pas encore très, très clair. Oui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont encore dans l'obscurité, l'obscurantisme. J'ai lu des propos marrants de la part de mes collègues enseignants, chercheurs sur les réseaux sociaux. Je suis allé au restaurant. Écoutez, on peut faire un grand plan sur moi. Est-ce que j'ai l'aide de quelqu'un d'affamé entre nous? Je n'ai jamais été affamé. J'ai toujours bien vécu. Moi, je ne vais pas au RHDP pour célébrer la mastication et les lois de la Boustifaille. Non, j'en suis plus là. Il y a un âge où on n'en est plus à ces préoccupations. Comprenez? Vous y allez pourquoi, alors? Normalement, d'abord, il faut faire mise au point. J'entends dire qu'un intellectuel qui s'en... Mais qui leur a dit qu'un intellectuel est forcément un dragon, qui a des dents rouges, qui crache du sang et du feu chez les hommes politiques? Qui leur a dit que la vocation d'un intellectuel, c'est de terroriser les dirigeants, d'être un spectre pour ceux qui sont au pouvoir? Ce n'est pas ça la vocation d'un intellectuel. Non, ce n'est pas un intellectuel. La vocation d'un intellectuel n'est pas de jouer à la poupée qui dit non, non, non. Mais c'est très facile de dire non. J'ai enseigné quand même les lettres qui lisent Antigone. Il y a un passage où Créon dit à sa nièce Antigone, arrête de dire non, non, mais c'est trop facile. Après un jour, elle a dit oui. Dire oui, c'est s'engager. C'est accepter d'aller à l'inconnu. C'est accepter de prendre des risques. J'ai 67 ans. J'ai passé plus d'une trentaine d'années de ma vie à être dans les bouquins, à fustiger les dirigeants. Non, ça c'est mauvais. Ça. Non. À cet âge-là, on apprend maintenant à dire, au lieu de passer tout son temps à critiquer, va travailler ici, va te mettre avec eux. J'étais installé aux États-Unis, on m'a fait venir pour le Burida. Et depuis, je vais souvent au village. En fait, il y a eu un déclic à moi. Je vais maintenant très souvent au village, je construis ma résidence au village, je reçois les paysans, les paysannes surtout, je suis très attentif au destin de la femme, je reçois des étudiants, des élèves, j'en prends en charge, surtout les jeunes filles qui ont bien travaillé, je paye leur école, je leur donne un peu d'argent pour qu'elles puissent continuer. Et je vois tous ces besoins immenses que les gens ont, les espoirs qu'ils placent en moi. Mais tu vas les faire aux États-Unis, tu ne peux pas nous laisser lâcher. Je ne peux pas lâcher ces gens. OK. Mais
Je sais aujourd'hui où je suis placé que ce n'est pas avec la poésie et les solos de jazz qu'on transforme une société. C'est en s'engageant en politique. J'irai là-bas avec M. Ouattara parce que je crois en lui. J'ai eu le temps de réfléchir, de comprendre qu'avec ce monsieur, je peux apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi J'ai une pourquoi question ce de choix, en fait? Pourquoi ce choix? Oui. Mais parce que j'ai décidé d'aller avec... je viens de vous dire, les besoins sont immenses. Je suis à l'écoute des appels des miens. Je suis d'un village qui s'appelle Botro. La plupart des cas de Botro, Non, les ce que je paysans, disais, les c'est élèves. pourquoi le choix du RHDP? Le choix du RHDP, parce qu'à la tête de ce parti, il y a un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara. Je l'ai vu travailler. J'ai pris le temps, depuis 2018 que je suis rentré d'exil, ça fait 4 ans que j'ai réfléchi. J'ai passé le temps à réfléchir, à hésiter, à douter. Et finalement, tout cela m'a conduit maintenant à la décision que oui, c'est le bon choix. J'ai vu M. Oufouette, que j'ai combattu. Il m'a d'ailleurs foutu en prison quand il était fatigué. Donc j'ai connu Oufouette Boigny. J'ai connu Henri Konabédié. J'ai travaillé avec Laurent Gbagbo, dont j'étais le conseiller technique. J'ai travaillé avec Charles Konabani, dont j'ai été le conseiller spécial. J'ai vu passer Guéhi, j'ai vu passer Laurent Gbagbo. Je peux vous dire, finalement, tous ces gens n'étaient que des bégaiements de l'histoire. Ouattara, c'est autre chose. C'est fort, ça. Ouattara, C'est genre même le président Henri Bédier. Non. Pardon, même le président. Je suis le président, vas-y. Enfin, même le président Oufouette Boigny. Que tout le monde a non, pas Oufouette Boigny. Oufouette Boigny, c'est le père. Non, mais parce que comme vous avez cité... Oui, voilà, c'est pour ça. Oufouette, c'est le père fondateur. C'est le père inspirateur. Voilà. Le RHDP, c'est le rassemblement des oufouettistes. Moi, j'ai été fondateur d'un mouvement qui s'appelle le MNH, Mouvement pour le néo-fautisme. Ben, écoute, à 67 ans, je ne suis plus un néo-fautiste. Il y a des néo-fautistes qui sont là. Bon, je préfère rejoindre les fautistes. Et puis après, on a l'occasion de parler de la définition et de l'explication qu'on a dans votre mouvement. Il y a Daouda Élysée qui meurt d'envie de vous poser des questions. Voilà. En fait, moi, je me demande, est-ce qu'aujourd'hui, M. Ouattara peut vous faire confiance? Dans la mesure où, quand vous étiez encore à l'INSAC, vous avez eu à perdre votre poste. Oui. Parce que vous avez écrit un ouvrage oui. pour fustiger le même Alassane Ouattara que vous êtes en train de chanter aujourd'hui. Vous êtes parti en exil. Après, vous êtes revenu pour vous retrouver aujourd'hui au Burida. Ben, finalement, vous changez en fait de propos et de position selon... Est-ce que les gens n'ont pas raison de dire que vous êtes parti pour le confort digestif? Vous me faites rire parce que vous êtes comme la plupart des Ivoiriens. Vous parlez d'un livre... Je suis ivoirien au passage. Vous parlez d'un livre que vous n'avez jamais lu. Oui, mais bon... Moi, j'ai écrit un livre où je fusille Ouattara. Mais... Dans le nom à l'appel de Daoukro, j'ai dit ceci, Monsieur Ouattara, vous avez fait un bon parcours. Vous avez montré que vous êtes un bon grand chef. Vous avez montré que vous savez travailler. Vous pouvez gagner cette élection sans vous compromettre avec l'appel de Daoukro. Voilà ce que dit le nom à l'appel de Daoukro. Ils se sont arrêtés au titre. Ah, monsieur, le Tibi Kofi ne veut pas de la scène. Non, je lui dis qu'il n'a pas à aller se compromettre avec l'appel de Daoukro. Et j'écris quelque part que monsieur Bédier fait ça pour que vous soyez redevable de votre élection. Vous pouvez gagner cette élection sans passer par là. Ça, c'est fusiller Ouattara. Vous n'avez jamais lu les livres et vous racontez n'importe quoi à propos d'un livre que vous n'avez pas ouvert. Moi, je suis un intellectuel. Un intellectuel, il dit sa pensée dans les livres. Mais comme disent les Blancs, quand tu veux cacher quelque chose à un nègre, mets-le dans le livre, il n'ouvrira jamais. Et je suis sûr que même malgré tout ce que je viens de vous dire, vous ne serez jamais curieux d'aller prendre ce livre, de le lire. Non, mais M. Tibi, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de dire, tout cela. Finalement, pourquoi est-ce que, malgré que vous n'avez pas fustigé Ouattara, comme vous le dites si bien, vous êtes allé en exil? Mais pourquoi? Ce sont eux qui m'ont renvoyé. Donc vous n'avez pas fustigé, mais on vous a renvoyé? Parce qu'ils se sont arrêtés au titre. Plus tard, quand M. Ouattara me rencontre en 2017 à Paris, il me dit, jeune frère, c'est maintenant que mon cabinet vient de me dire que ce livre est à mon avantage. C'est dans ces conditions que donc je les ignorants étaient beaucoup jusqu'à la tête de l'État alors finalement? Pardon? Donc les ignorants étaient jusqu'au sommet de l'État? Ça j'en ai aucune idée. Bah, selon ce que vous dites. Mais allez-y, achetez le livre, puis lisez le mais bon sang. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller lire? Pourquoi êtes-vous si hostile au livre? Non, nous ne sommes pas hostiles parce que, comme vous le dites, même les... Mais au lieu de bavarder... Si le président Ouattara même, c'est à l'étranger qu'il vous dit, c'est maintenant que je viens de m'en rendre compte. Parce qu'il n'a pas le temps de lire. Lui encore, je comprends qu'il n'a pas le temps de lire. C'est un homme d'action. Quand on est en politique, on ne passe plus le temps dans les livres. Mais vous êtes si jeune, vous avez entendu parler d'un livre qui a valu à son auteur le limogeage, parce que M. Ouattara ne m'a pas mis en exil. C'est moi qui ai choisi de rester là-bas.
là-bas, parce que j'étais fâché contre eux. Vous comprenez? Mais quand vous avez entendu parler de ça, les années ont passé. Vous n'êtes pas curieux d'aller lire ce livre. Enfin, qu'est-ce que ce monsieur a dit pour qu'on en arrive là? Et vous concluez, est-ce que M. Ouattara peut vous faire confiance? M. Ouattara n'a pas à me faire confiance sur moi, il peut me faire confiance. J'ai mené campagne pour M. Ouattara en 2010. Ça, c'est vrai. Ici, demandez à M. Cissé Bakongo. Oui, c'est moi qui prononçais la confiance. Ah, vous étiez là. J'ai animé des meetings à la place Inch'Allah pour le candidat Alassane Ouattara. J'ai mené campagne pour lui à Bouaké. Et quand il était le candidat Alain Issan, c'est nous qui l'avons baptisé Alain Issan, nous les Baoulés. J'ai battu campagne pour lui en France. Tout le monde m'a vu au front, partout, à la télévision, à la radio, affronter les agoras farouches du FPI. On a bien compris qu'il peut vous faire confiance pour répondre à la question d'Aouda. On va passer toute l'émission là-dessus. C'est même, on se demande bien pourquoi si j'ai tardé à aller au RHDP. Et ça, on va vous poser la question, je vous promets. Je vous promets. Élisée Bolougbo, vous avez une question plus technique, certainement. Tout à l'heure, notre invité, lorsqu'il il a évoqué la question de l'intellectuel, le fait d'être l'héritier intellectuel du professeur Bernard Zadi Zaourou, paix à son âme. Zadi Zaourou a été un social-démocrate et il était à la tête de l'USD, c'est-à-dire un parti qui n'est pas un parti libéral, qui est notamment le cas du RHDP, qui est un parti proche, vraiment un parti libéral, contraire au parti social-démocrate. Vous qui avez soutenu Zadi Zaourou, qui avez tout épousé, d'où vient-il qu'aujourd'hui, vous épousez la vision d'un parti qui apparemment ne partage pas l'idéologie politique de votre maître? Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes dans l'erreur. Okay. Vous oubliez que M. Bernard Zadi Zaourou, vous êtes dans l'erreur. Oui, vous oubliez que M. Bernard Zadi Zaourou a été ministre d'Henri Konan Bédié, qui est la droite. C'était un homme de gauche. Il était là-bas et j'étais là-bas avec lui. Vous oubliez que M. Francis Vaudier, grand intellectuel de gauche, qui a formé toute une dynastie d'intellectuels de la gauche, a été ministre de Henri Konan Bédié. Pardonnez-moi si je me trompe. Le fait d'être ministre, vous renoncez à votre idéologie. Moi, je ne suis même pas ministre. Je ne suis que militant. Non, je demande. Non, mais la question de l'Élysée, c'est que quand vous participez, par exemple, à ce qu'ils ont appelé ici un gouvernement d'ouverture, vous gardez votre corporation. Votre idéologie. Est-ce que l'idéologie politique change? Gouvernement. Mais quand vous adhérez à un parti, à ce niveau-là, certainement qu'Élysée... C'est ce que je dis, justement. Est-ce que ça fait évoluer votre idéologie? Idéologiquement de gauche, mais vous êtes dans un parti libéral. Alors, on va aller rapidement. Oui. Monsieur Mamadou Koulibaly est un grand intellectuel, un des plus grands du FPI. C'est un homme de la droite. Il était ministre, était un des deuxième personnage du FPI, Parti socialiste. Qui vous a dit qu'il y a incompatibilité à ces choses? On peut être un homme de gauche, participer à un gouvernement de droite, c'est-à-dire qu'on reste dans une position doctrinale. Si je prends doctrinal, on demeure homme de gauche. On travaille avec un parti de droite. Jenny Kobina, est fondateur aussi, membre fondateur du RDR, était un homme de gauche. C'était l'ami de Zadi Zaourou. Jenny Kobina était un des plus grands hommes de gauche de Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui est le membre fondateur du RDR, qui était un parti libéral. Qui vous a dit qu'il y a des incompatibilités doctrinales entre ces choses-là? Non. Et puis les cloisons entre les doctrines politiques, ça ne fonctionne plus. C'est pas Côte d'Ivoire. Partout dans le monde, c'est comme ça. Vous n'avez pas compris ces choses-là. Non, c'est que vous êtes en retard. Mais on vous rassure. Non, on vous rassure. On l'a compris. On l'a pas suffisamment dit, mais on l'a compris. D'autant plus que la question d'Élysée est tout à fait légitime. Il était en train de dire qu'intégrer un parti politique est tout à fait différent que d'intégrer et puis assumer un portefeuille ministériel, même quand on ne partage pas les mêmes convictions que le gouvernement en place. Et c'était ça l'essence même de sa question. Ah non, quand on est ministre, on est encore plus impliqué dans la gestion de ce parti-là. Ah non, non. Enfin, je reprends le cas tout ce qui a été décidé par le PDCI a été accepté par l'USD. M. Beladi était là-bas, M. Zadi n'a jamais rendu démission. Quand on n'est pas d'accord, on s'en va. Je vais vous faire une confidence. Dites-nous parce que je n'étais pas d'accord avec certains silences de mon maître quand il était avec le PDCI, que j'ai rendu démission en 1997. Demandez au professeur à Saint-François. C'est lui qui a dédié ma lettre de démission. Venance Kouna a un exemplaire. J'ai quitté le maître, je lui ai dit, je ne peux pas comprendre que le PDCI fasse tant de bêtises et que vous ne parlez pas. Il m'a expliqué, j'ai compris.
J'ai compris. Très bien. Je l'ai compris. Monsieur Tibis Kofi, on va, hein, c'est un peu la raison de votre présence sur le plateau, parler de votre engagement au sein du RHDP, le mouvement national des néo-oufouettistes qui adhère donc au RHDP. On va dire C'est pas quoi? un mouvement national, c'est un mouvement pour le néo-fautisme. D'accord, je retire le national. C'est vrai, en ce moment, porter national, c'est pas évident. Parce que le mouvement va au-delà de la Côte d'Ivoire. Très bien. Pas juste Mais national. 400 membres, là c'est bon, on a la bonne information. Pardon? 400 membres et qui adhèrent au RHDP. Oh, environ, on doit plus, on doit plus. Très On bien. n'a plus pris le temps de compter, vous savez. Oh, dans le fond, on a existé réellement de 2007 à 2011. Et tout au plus jusqu'à 2013. Et puis après, il y a eu tellement de problèmes dans le pays. Les uns sont allés au RHDP carrément. Donc globalement, aujourd'hui, vous ne savez pas combien de membres il y a au niveau du on ne mouvement. peut pas dire exactement combien il y a. Mais ils sont restés quand même solidaires de la prise de position du MNH par rapport au RHDP. Vous savez, je me suis retrouvé piégé quelque part avec cette histoire de MNH. C'est vrai que, historiquement, oui, je suis le fondateur. Mais l'inspirateur, c'est Gaoussou Kamisoko et Guy Pierre Nouama. Deux géants de la presse ivoirienne, deux oufouettistes convaincus. Ils ont réalisé qu'à un moment, depuis que Oufouet était parti, c'est moi qui écrivais de bons articles pour magnifier l'œuvre d'Oufouet-Boigny. Kamisoko m'appelle. Il dit finalement, Tibius, parmi tous ces jeunes gens qui ont contesté Oufouet, tu es l'intellectuel qui s'est remis en cause et qui a vu que M. Oufouet avait fait du bon travail. Pourquoi on ne formerait pas un groupe pour réfléchir à l'action d'Oufouet, puis de voir ce qui n'a pas marché, puis créer un mouvement pour renouveler l'action, la pensée d'Oufouet-Boigny. Voilà d'où vient le mouvement pour le néo-fouettisme. Et ils m'ont dit, tu es notre porte-parole. Très bien. Voilà comment on a créé. Mais, je vous assure, on s'est rendu compte que les trois quarts des gens qui étaient parmi nous étaient des PDCistes purs et durs. Donc, on était un peu piégés. Il parlait tout au nom de Kona Bédié, alors que nous, Kona Bédié, on en a fini avec. Monsieur Tibus. Donc finalement, il est très probable également que vous vous retrouviez tout seul aujourd'hui à porter ce mouvement. Ah non. Celui qui a parlé, le président du directoire du MNH, c'est Guy Chawayoro. Donc je ne suis pas seul. Très bien. Et vous, M. Cissé Bakongo a tenu à ce que des figures du MNH soient au devant de la scène. Ils étaient là. On les a cités. C'est ce qu'on voit, certains qu'on voit là Ah, sur, mais la, bien sur la sûr. photo. Très bien. Monsieur Tibus, moi, la question que je voulais vous Oui, poser, M. Dassé. à vous entendre aujourd'hui, à part Oufouet-Boigny, on a l'impression que la Côte d'Ivoire n'a commencé à vivre que à l'aide à Alassane Ouattara. C'est-à-dire que tous ceux qui sont passés n'ont rien fait en fait. Je ne t'ai pas dit qu'ils n'ont rien fait. Non, mais puisque vous avez parlé tout à l'heure du Je t'ai pas dit qu'ils n'ont- bégaiement. C'est le bégaiement de l'histoire. M. Bédi arrive au pouvoir par un bégaiement de l'histoire. Oufouet est mort. Alors, si Oufouet n'était pas mort, il n'était pas arrivé au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le bégaiement de l'histoire. D'accord. De l'histoire. On continue sur les Monsieur autres. Gueye arrive à la suite d'un coup d'État. C'est un bégaiement de l'histoire. Monsieur Gbagbo arrive au pouvoir à l'issue d'une insurrection populaire. Gueye a dit qu'il a gagné, Gbagbo dit qu'il a gagné. Il a fait appel à ses militants, sont descendus dans les rues. Il y a eu des affrontements. Finalement, M. Gbagbo est arrivé. C'est celui-là le bégaiement de Mais l'histoire. ont-ils C'est le scénario qui s'est fait, passé C'est en le même 2010. scénario. ont-ils fait quelque chose pour l'avancement de la Côte d'Ivoire ou n'ont-ils rien fait? Mais non, je ne peux pas dire qu'ils n'ont rien fait. Non, ça ne serait pas honnête quand même. Je ne vais pas travailler avec M. Laurent Gbagbo s'il n'avait rien fait pour la Côte d'Ivoire. Ah non. Et je reconnais à M. Bédié un grand mérite. Il est, après Oufouet-Boigny, c'est le chef d'État, parce que sans histoire, sous le règne duquel il n'y a pas eu de fusion des sangs. M. Henri Konan Bédié est un homme très doux, un apôtre de la non-violence, qui ne cherchera jamais à s'accrocher au pouvoir par la dissuasion des armes. C'est un mérite du dirigeant quand même. C'est une preuve de sagesse. Donc je n'ai jamais dit qu'ils n'ont rien fait. J'ai dit, après Oufouet, celui qui m'aura le plus convaincu, c'est M. Alassane Ouattara. Très bien. On va revenir à l'engagement, hein, parce que c'est un peu, je recadre, hein, pour dire que c'est cet engagement au niveau du RHDP. Aujourd'hui, vous vous engagez au sein du RHDP. Comment vous vous engagez? Justement, de quelle façon? Sur le comment, j'allais justement demander, parce que tout à l'heure, il a dit, pourquoi est-ce qu'on ne se demande pas pourquoi il ne l'a pas fait avant? Donc, à quel moment vous vous êtes dit, c'est le moment de rejoindre le RHDP? Qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi maintenant? Oui, je viens de vous le dire, le déclic, c'est cela. Le fait que je sois franchement retourné au pays, dans mon village, que j'ai pris contact réel avec le pays. La réalité? C'est ça le purin du réel. C'est cela. C'est sur cette matière que les chefs et les gouvernants travaillent.
Nous autres, dans la posture politique, dans la posture intellectuelle, nous sommes restés des rêveurs. Moi, on ne construit pas un monde avec la poésie et avec le jazz. Vous comprenez? C'était facile à l'époque. Le confort de l'intellectuel, c'est de dire non, je ne veux pas. On dit que la critique est... C'est un mea culpa, en fait. La critique est... Non, ce n'est pas mea culpa, c'est juste une question de maturation de la pensée. Je n'ai plus 20 ans, j'ai plus 30 ans, j'ai 67 ans. À cet âge-là, les Obama ont déjà dirigé l'Amérique, ils ont déjà eu 2 mandats, ils sont partis. D'accord, aujourd'hui, et ça, pour les jeunes qui nous regardent, ça peut être un prétexte pour dire, bon, même le Gétibius Kofi la dernière fois a dit, lui maintenant, à partir de cet âge-là, il commence à réfléchir. Je n'ai pas de capacité, je pense à réfléchir. Il dit, ma réflexion est arrivée à maturation. Très bien. Réflexion, doute, hésitation, décision. Très bien. C'est cela l'homme accompli. On Il a termine. passé son temps à réfléchir et un jour il dit, je décide, je m'en vais. Monsieur Gétibius Kofi, la difficulté de l'exercice, c'est que vous avez 1 minute, justement, pour revenir à la question. Aujourd'hui, vous êtes au RHDP, vous vous engagez auprès du RHDP. Qu'est-ce que vous comptez apporter au RHDP? C'est ça. On termine avec ça. Mon expérience, la lecture des choses. J'ai une parole, j'ai une capacité d'analyse des contradictions qui sont dans mon pays. Et même là où j'étais dans le silence, j'aidais quand même le gouvernant. Ah non, il y a pas mal de ministres qui me sollicitent pour certains dossiers. Tibius, comment vous voyez la question? Je rédige. Mais ce n'est pas le lieu de venir étaler tout cela. Maintenant, j'ai dit, je m'engage à visage découvert. Je suis maintenant dans l'action. Je ne suis plus dans la théorie et je ne me contente plus de réfléchir et d'être dans le confort intellectuel où on se délecte du non qui ne fait pas avancer une société. C'est le oui qui fait avancer la société. J'ai dit oui, je m'en vais là-bas. Très bien. Et là, aujourd'hui, parce que votre réflexion est à maturation. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Tibius Kofi. Merci d'avoir été en notre compagnie. C'est toujours un bonheur de vous avoir sur le plateau. Les échanges sont toujours francs. Oui. Parfois houleux. Exactement. Mais sincère. Mais sincère. Mais il faut que tu lises, nous, à l'appel de Daoukro. Non, mais je vais le lire. Je l'achète et je viens vous Et c'est voir. maintenant qu'il va lire. Non, je lis. Mais ça, c'est pas sérieux. Comme moi, vous l'avez dit, vous avez avoué ici, même au sommet de l'État, certains l'ont pas lu comme moi. Donc, vous n'allez pas m'en On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro du Grand Talk. Lundi. Allez, merci. Dieu veille sur vous et à très bientôt. Merci. Bon, écoutez, je me sauve, j'ai un vol à prendre et voilà. Merci beaucoup.